Euh, Bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un match de quart de finale du tournoi RPMP, un débat métaphysique où nous allons explorer deux paradigmes majeurs. D'un côté, Dave défendra le Cognitive Theoretic Model of the Universe, ou CTMU, un modèle proposé par Christopher Langan. De l'autre, Attar va représenter le spinoziste, la philosophie panthéiste de Baruch Spinoza. Les modèles de ce débat seront 5 minutes d'introduction de la part de Dave, 5 minutes d'introduction de la part d'Attar, suivi d'une discussion libre d'environ 120 minutes. Nos interlocuteurs auront aussi le droit, avoir le droit à une conclusion d'environ 5 minutes chacun. L'événement se conclura finalement par une foire aux questions. À noter que les votes se feront à la fin du débat via un message privé envers Boros. Afin qu'il soit loisible de voter, vous devez impérativement assister au débat du début à la fin. Donc, si vous êtes prêts, les mecs, c'est Dave qui commence, comme nous avions entendu. Donc, tu es prêt, Dave? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a mon écran? Ouais. Parfait. VS, c'était mieux. Ouais, tu peux y aller. Parfait. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, donc, nous allons explorer ensemble deux visions fascinantes de la réalité. Le spinozisme et le CTMU. Comme nous a dit Pic, c'est le modèle théorique cognitif de l'univers, un modèle unique de théorie du tout. Nous avons ici l'opportunité d'examiner ces deux perspectives métaphysiques, et je vais vous présenter comment le CTMU se positionne face au spinozisme, notamment sur la question de la nature de la réalité et de notre relation à celle-ci. En 1670, dans son traité théologico-politique, Baruch Spinoza envisage l'univers comme une seule substance infinie, souvent résumée par la célèbre formule Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Tout ce qui existe est relié dans un ordre naturel immuable. Nous faisons partie de cette unité divine ou naturelle, où chaque élément est une expression d'une même essence unifiée. Le CTMU, en revanche, présente la réalité comme une structure cognitive et logique. Dans cette vision, l'univers ne se contente pas d'exister comme une substance passive, il se comporte comme un langage autoréflexif où nous jouons un rôle actif dans la configuration même de la réalité. Pour Spinoza, la réalité est une substance unique, infinie et indivisible, dont toutes les choses sont des expressions. Cette substance, qu'il appelle nature ou Dieu, englobe tout ce qui existe, sans distinction entre matière et esprit. Il n'y a qu'une seule essence sous-jacente. Chaque élément de l'univers s'inscrit dans cet ordre naturel unique et inévitable. Le CTMU, quant à lui, propose une réalité avec une structure double, incluant une dimension matérielle et une dimension cognitive. L'univers ne se limite pas à une matière passive. Il possède aussi une composante logique, lui permettant de s'auto-configurer et de se comprendre. Ainsi, la réalité devient un processus actif, à la fois physique et informationnel, où l'univers peut s'exprimer et évoluer en fonction de principes intelligibles qui dépassent la simple substance. Dans la perspective de Spinoza, l'univers est soumis à un déterminisme strict. La liberté humaine vient de notre capacité à comprendre cet ordre naturel et à l'accepter. Cependant, cette liberté reste une simple adhésion à ce qui est, sans intervention véritablement active sur la réalité. Le CTMU, de son côté, postule que la cognition humaine joue un rôle créateur. Nous ne sommes pas de simples observateurs passifs de la nature, mais des co-créateurs de la réalité. La pensée humaine est intégrée dans la structure cosmique elle-même et contribue activement à la configuration de l'univers. Spinoza conçoit l'univers comme une unité indivisible où chaque élément, ou mode, est une expression de la même substance infinie. Tout est relié dans un ordre naturel, harmonieux, mais chaque élément reste une manifestation unique de l'unité sous-jacente. Le CTMU élargit cette notion d'unité en introduisant l'idée d'autosimilarité. La même logique se répète à tous les niveaux de la réalité de l'univers cosmique jusqu'à l'esprit humain. Cette structure récursive signifie que la réalité est construite selon un modèle cohérent, où chaque échelle
reflète les principes de l'ensemble. En intégrant cette symétrie, le CTMU voit l'univers comme une structure unifiée et autoréflexive, reliant intimement matière et esprit dans une logique commune. Spinoza rejette toute notion de téléologie ou de but ultime de l'univers. Selon lui, l'univers n'a pas de finalité en soi. Il existe et fonctionne selon des lois immuables, déterminées par la nature de Dieu, mais sans aucun objectif final ou plan divin spécifique. Dans le CTMU, l'univers a un but, qui est de s'auto-réaliser en tant que structure cognitive. Il existe une forme de téléologie, dans le sens où l'univers s'efforce de maintenir une autocohérence logique et de maximiser intentionnellement son propre potentiel créatif et cognitif à travers l'auto-organisation. Là où Spinoza voit la liberté dans la compréhension d'un ordre naturel déterminé, le CTMU dépasse cette vision en faisant de l'esprit humain une composante fondamentale et active de la structure de la réalité. Dans le CTMU, comprendre la nature revient non seulement à en percevoir l'ordre, mais aussi à participer à son développement. Plutôt que de simplement accepter la nature, le CTMU nous implique dans une réalité dynamique où matière et pensée sont les deux facettes d'un tout cognitif englobant. Je vous remercie pour votre attention et suis impatient d'entendre les arguments de mon collègue spinoziste, car c'est dans le dialogue que ces idées peuvent véritablement prendre vie. Bonsoir, merci Dave pour ta présentation. Donc j'ai quand même relevé quelques erreurs dans ta présentation et j'espère que dans le cadre du développement je pourrai y revenir. Mais là je voulais juste me pencher sur le CTMU et l'approche argumentative que je vais avoir à son encontre, pour que ce soit clair pour les gens qui écoutent le débat. Alors tout d'abord, il y a quelques temps, tu as publié un message dans lequel tu disais que le spinozisme était un CTMU archaïque et qu'il n'était bon que pour les résidents de l'EHPAD. Donc c'est marrant effectivement, mais l'expression d'archaïsme, elle renvoie à une pensée dépassée. Effectivement, l'archaïsme c'est ça. Or, j'ai pas l'impression que la pensée spinoziste soit une pensée archaïque, dans le sens où le spinozisme pénètre le monde académique, pénètre le monde scientifique, et sur ça j'enverrai des références, etc. Tandis que le CTMU a beau être une philosophie récente, en fait elle ne pénètre absolument pas le monde académique, ni le monde scientifique, elle ne présente pas vraiment de nouveauté, elle n'est pas vraiment novatrice. Et ça c'est une preuve de plus finalement que la sagesse antique, elle dépasse toujours, elle triomphe toujours sur la dogmatique jeunesse. Et dans l'approche que je vais avoir contre le CTMU, en fait, je vais aussi beaucoup m'attarder sur le fait que le spinozisme se connecte avec la communauté scientifique aujourd'hui, ou la communauté philosophique, qui permet de réviser le spinozisme, de l'affiner, etc. Parce que le spinozisme, c'est pas une théorie dogmatique. Moi, je suis pas dans le fait de dire que le spinozisme, c'est la vérité absolue. Pour moi, le spinozisme, c'est avant tout un point de départ pour ensuite me connecter à ce qui se fait en philosophie, à ce qui se fait en sciences, et pouvoir affiner mon système. Donc déjà, moi, je m'attarderai beaucoup sur ça, sur le fait que on n'a aucun intérêt à adhérer au CTMU, si en fait, le CTMU, finalement, est un système clos dans le sens de la connexion avec la communauté scientifique, et dans ce cas, qui en fait ne prend pas compte des recherches, des arguments, et qui n'est pas capable de se réviser, de s'auto-réviser, car il n'est pas capable de s'inspirer, d'accepter les critiques et ce qui se fait en fait de nouveau en sciences et en philosophie, quoi. Et le deuxième pan de mon argumentation, là, ce sera sur de la métaphysique pure. Donc j'attaquerai vraiment sur le plan de la métaphysique pure le CTMU. Donc là, je verrai ce que j'attaque. Je pourrais attaquer l'UBT, je pourrais attaquer le principe de téléologique, pardon. Et encore, on verra ce qu'a dit Dave dans son diapo, on pourra y revenir. Donc voilà, donc si vous me voyez attaquer le fait que le CTMU est dogmatique, que le CTMU n'a pas de pénétration dans le monde académique, ni dans le monde scientifique, en fait, c'est pas une sorte d'argument ad hominem. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment extrêmement important sur le plan philosophique d'avoir une théorie qui est saine
et qui n'est pas dogmatique pour justement pouvoir avoir le système le plus précis et le plus affiné possible. Et aussi, je reviendrai sur le fait que le CTMU n'est parfois pas évaluable. Et ça aussi, c'est très problématique d'avoir une théorie qui n'est pas évaluable. Et ça, j'y reviendrai aussi. Donc, Dave, je te laisse commencer, je t'en prie. J'ai entendu que tu as mentionné, moi je serais intéressé par l'aspect métaphysique en premier lieu. Et notamment, j'ai développé l'idée que le CTMU affirme une dimension téléologique à l'univers. C'est-à-dire, littéralement, une volonté de Dieu. Qu'est-ce qui te choque là-dedans? Et en quoi, Ouais. si c'est le cas, penses-tu que c'est rigoureusement impossible que cet ensemble réalité puisse être doté de cette téléologie, c'est-à-dire d'avoir un but dans ce qui dirige la réalité? C'est quoi l'extension de la réalité dans le CTMU? L'extension? En théorie des ensembles, l'extension, c'est... Ok. Bon, ouais, bon, pas grave. Mais c'est quoi... Comment dire? Ok, pour moi, la substance, dans le spinozisme, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. L'extension peut pas être plus grande, si tu veux. T'as plein de points, c'est... Voilà. Donc c'est la classe de tout ce qui existe. Ok, si la classe de tout ce qui existe a un objectif, est-ce que son objectif est contenu en elle? Et en fait, tout simplement, moi, ce que j'ai à répondre, si on considère que la substance est la classe de tout ce qui existe et que tout existe en même temps, en fait, il ne peut pas y avoir de téléologie par définition. Alors, en l'occurrence, l'extension, elle est interne. C'est-à-dire qu'on a affaire à un principe de réalité qui définit la réalité comme l'ensemble de tout ce qui est réel. En ce sens, analytiquement, par définition, on ne peut rien concevoir qui y soit extérieur. Ça signifie qu'en partant d'un domaine global de potentiel non restreint, non structuré, un infini, on a un univers qui s'interroge lui-même, qui s'impose ses propres règles d'identification, et en le faisant, qui va établir des structures de plus en plus complexes, qui va bâtir sa propre complexité. Et pour bâtir cette complexité à partir de potentiel, elle a besoin de faire des choix. Un choix entre ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Okay. Et ce choix est guidé par une fonction d'utilité généralisée. Ce qui est propre, par exemple, à renforcer sa propre identité, sa propre structure. Et en ce sens, on a là une volonté. On a là une direction qui est donnée. C'est la téléologie. Ok. Sauf que dans le spinozisme, Dieu, il a bel et bien une volonté. Il persévère dans son être. Cependant, Dieu, en tant qu'il est la classe de tout ce qui existe, il ne peut pas avoir, si tu veux, comment dire, il n'a pas en vue de faire en sorte que la réalité devienne plus cohérente. Et pourquoi il n'a pas en vue ça? Eh bien, tout simplement parce que dans le modèle éternaliste auquel souscrit le spinozisme, donc pour les gens dans le chat, l'éternalisme, c'est simplement de considérer que le passé et le futur existent en même temps, c'est-à-dire, en même temps, c'est peut-être pas la bonne expression, mais existent, et que le présent, c'est simplement une localisation dans l'univers. C'est quelque chose de purement relatif. Donc, dans le modèle éternaliste auquel souscrit le spinozisme, et en fait, la réalité, elle ne devient pas de plus en plus cohérente. Pourquoi la réalité ne devient pas de plus en plus cohérente dans le spinozisme? Eh bien, tout simplement parce que toute la réalité existe déjà. Toute la réalité est déjà là. Et elle ne peut pas devenir plus cohérente. Parce que là, en fait, tu postules déjà des choses, à savoir qu'on va du passé vers le futur. Mais ça, en philosophie du temps, c'est quelque chose qui reste à démontrer. C'est pas du tout quelque chose qui va de soi. Parce qu'en fait, l'orientation spatio-temporelle, on parle d'orientation spatio-temporelle, elle ne va pas forcément du passé vers le futur de façon objective. Par contre, l'orientation spatio-temporelle, donc en gros, quand on voit les objets, en fait, on prend le passé d'abord et après on se les imagine dans le futur, l'orientation spatio-temporelle, eh bien ça, c'est le cas subjectivement, dans nos esprits à nous, c'est ça qui se passe. Mais dans la réalité, mais c'est pas du tout forcément le cas. Et là, en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que ton hypothèse, bon, déjà, ton hypothèse, j'ai l'impression qu'elle massacre sémantiquement la notion de téléologie, puisque finalement, c'est une téléologie qui est interne et qui n'est pas en vue de quelque chose qui n'existe pas encore. Donc déjà, il y a déjà un massacre sémantique de la notion de téléologie. Mais au-delà de ça, en fait, il faut prouver que cette notion subjective d'une orientation spatio-temporelle qui va du passé au futur fonctionne sur le plan de l'objectivité. Et ça, c'est pas nécessaire.
Donc moi, j'attends quelque chose, j'attends une démonstration, car là, en philosophie du temps, là, c'est du dogme. Alors, il se trouve que dans le CTMU Ouais. aussi, on aborde les choses d'un point de vue éternaliste. C'est-à-dire que cette flèche du temps observée depuis l'intérieur de la réalité, d'un point de vue d'un observateur, l'observateur, mécaniquement, topologiquement, va créer sa propre expérience du temps, à savoir des relations logiques causales qui vont effectivement s'exprimer dans l'espace-temps à travers une chaîne de cause à effet. Néanmoins, la remontée logique, ou si on veut la réduction linguistique et logique des relations de la réalité, ce sont elles qui génèrent le temps. Ce n'est pas le temps qui s'imprime dessus, le temps devient un opérateur de transformation. Quand on quand on fait cette remontée ou cette réduction linguistique et logique, on aboutit à une description ensembliste, donc qui réunit le tout, l'ensemble, en une seule et même fonction. Et c'est à l'intérieur, lorsqu'on décide arbitrairement de décrire une partie seulement de la réalité, que devienne nécessaire le déploiement de la notion d'espace-temps. Ok. Là, Dave, j'ai l'impression que tu réponds vraiment pas à ma question. Là, moi, ma question, reprécise. Ok. Ma question, c'est vraiment celle-ci. C'est, ok, dans le CTMU, la réalité, elle devient de plus en plus cohérente. Okay. Alors, progressivement, il y a... Voilà, elle poursuit un processus du passé. d'auto-cohérent. Ok, cette poursuite, quand on parle de poursuite d'une réalité qui devient plus cohérente, ok, on est d'accord qu'on parle de quelque chose qui va du passé vers le futur. Donc moi, je te demande de comment prouver que, objectivement, on va du passé vers le futur. Non. D'un point de vue objectif, tout se réunit en une seule relation logique. D'un point de vue subjectif, c'est-à-dire du point de vue d'un observateur qui n'est pas la réalité elle-même, qui n'est pas Dieu, si on veut, lui, l'observateur, forcément, va observer des relations séquentielles et linéaires. Mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble réalité, pour Dieu. Ok. Donc finalement, la réalité, elle est de plus en plus cohérente, mais en fait, seulement par rapport à ta subjectivité à toi. Et dans le monde objectif, il n'y a pas du tout la réalité qui devient plus cohérente. L'un ne rend pas faux l'autre. C'est-à-dire que se révèle la séquentielle, la linéarité, elle se révèle uniquement elle est perceptible uniquement d'un point de vue d'un observateur. Elle n'en devient pas fausse du point de vue de Dieu, de la réalité tout entière, mais pour Dieu, il s'agit d'une relation logique qui définit sa propre identité, et elle est simultanée, si on veut. De ce point de vue-là, c'est tout à fait éternaliste. Alors, oui, non, mais d'accord, mais là, je te parle vraiment, ok, dans l'orientation spatio-temporelle, par exemple, du point de vue de Dieu, il est inadéquat de dire que la réalité devient plus cohérente. C'est seulement du point de vue humain, du point de vue subjectif humain, que, en fait, l'orientation spatio-temporelle, il y a une orientation spatio-temporelle, et on pose que la réalité devient de plus en plus cohérente. Moi, ça me va, tant que tu acceptes de reléguer ton hypothèse à un stade purement subjectif, à la limite, ça peut m'aller. Mais maintenant, il faudrait me prouver pourquoi la réalité, du point de vue subjectif, hein, parce que du point de vue objectif, on a vu que c'était pas le cas, du point de vue subjectif, devient de plus en plus cohérente. Pourquoi C'est quoi qui permet de le démontrer, ça? Eh bien, c'est cet opérateur de sélection d'utilité généralisée qui, à partir d'un potentiel donné, va réduire le champ des possibles à une réalité concrète. C'est une analogie, par exemple, en mécanique quantique, avec l'effondrement de la fonction d'onde, où on a des états potentiels superposés, et c'est au moment où on interroge le système, où on lui demande de donner une réponse, que celle-ci va s'effondrer en un point de la réalité, et donc fournir une réponse qui va de fait réduire le champ des possibles, l'espace des potentiels en réalité. C'est de ce point de vue qu'un observateur, lui, va pouvoir du coup observer une linéarité, une chaîne de causalité qui pour lui est spatio-temporelle. Je ne suis pas certain qu'il soit de bon usage de mobiliser des interprétations de physique quantique. C'est une analogie. Quantique. Oui, c'était une illustration. Oui, non, mais si c'est, ok. Donc si c'est une analogie, moi je peux très bien te faire une analogie inverse, à savoir te produire une expérience de pensée dans laquelle la réalité devient de moins en moins cohérente. Moi, Par exemple. Non mais Vas-y. merci. Ouais, alors, pourquoi la réalité, regarde, je pourrais dire, regarde, on observe une baisse tendancielle du QI. Du coup,
les idées, elles deviennent de moins en moins adéquates. Tu pourrais te faire plein d'expériences de pensée comme ça, où en fait, les humains, ok, leur pensée, elle devient de plus en plus incohérente. La réalité, elle devient de moins en moins ordonnée. Tout devient de moins en moins cohérent. Ça, c'est une expérience de pensée qui est parallèle à la tienne. Et il faut pouvoir discriminer ces deux expériences de pensée pour pouvoir savoir que tu as raison. Donc moi, j'attends que tu puisses discriminer cette expérience de pensée sans mobiliser une analogie scientifico-littéraire, finalement. Tu peux me répéter un petit peu l'expérience de pensée à laquelle tu me soumets là? Ok, la réalité, ok, on est dans un monde où on observe une baisse tendancielle du QI. Ok. Donc, Chez du les point de vue humains. des humains, les humains, même pas, enfin, après, ça dépend si t'es panpsychiste et comment tu conçois l'intelligence chez des êtres qui n'ont pas forcément de sentience, ok, ou en tout cas une sentience à un degré différent, d'accord. Mais du point de vue humain, ouais, en gros, on formerait de moins en moins d'idées adéquates, ce qui ferait que du point de vue humain, la réalité deviendrait de moins en moins cohérente. Parce que là, du coup, cette simple expérience de pensée, si tu ne peux pas y Non, répondre, ça ne... Vas-y, je t'en prie. Cette expérience ne nous avance pas beaucoup plus dans dans ces paradigmes de théorie du tout, puisque l'intelligence humaine est liée intrinsèquement à ses capacités biologiques, et on sait que l'information génétique, par exemple, peut subir des mutations, des dommages, etc., qui peuvent tout à fait enfreindre la capacité cognitive de la descendance suite à une mutation. Donc, je ne vois pas en quoi ça nous avancera d'imaginer un monde où le QI chez l'homme baisse. Mettons par exemple, l'homme invente un polluant qui va venir créer une mutation générale sur la population et faire baisser le QI. Ça ne change rien que la poursuite de l'actualisation de l'univers elle-même constitue ce raffinement de cet espace de potentiel en point de la réalité. C'est de ce point de vue-là qu'il y a une complexification. La complexification, c'est un peu l'accumulation de relations logiques dans cette chaîne de causalité. Et plus on va décrire un système qui aura vécu ces actualisations à travers ces relations logiques, plus on va avoir une quantité d'informations cumulées de plus en plus compactifiées et rassemblées dans un seul espace global. Attention, parce que en fait, en philosophie, une expérience de pensée, si tu vas sur... non, c'est pas sur Stanford, c'est sur l'encyclo de philo, d'ailleurs j'invite les gens à y aller, c'est assez intéressant. Une expérience de pensée, c'est pas pour tester une impossibilité physique ou quoi, pour tester une impossibilité logique. Et là, si en l'occurrence, tu ne peux pas me démontrer que ce que je t'apporte, que l'expérience de pensée que je t'apporte est une impossibilité logique, okay, tu ne peux pas démontrer qu'elle est une impossibilité logique, alors tu es en train de dire, très clairement devant beaucoup d'auditeurs, qu'il n'est pas impossible, logiquement, que le CTMU soit faux. C'est ce que tu es en train de dire là. Alors moi, tout ce que j'ai relevé, c'est l'impertinence de cette expérience de pensée dans le cadre de la théorie du tout. C'est-à-dire que c'est pas parce que l'intelligence des humains baisserait que l'univers perdrait sa tendance à se complexifier. Mais je te fais la même analogie avec l'univers. Toi, t'es panpsychiste, vu que tu souscris au CTMU. Je dirais plutôt pan-cognitiviste. Bon, si tu veux, mais on peut très bien imaginer la même chose à propos d'atomes, de particules subatomiques qui deviendraient tout d'un coup moins ordonnées, moins intelligentes. On peut imaginer la même expérience de pensée. Et si tu n'es pas capable de discriminer entre ton expérience de pensée à toi sur la mécanique quantique et mon expérience de pensée à moi sur une réalité qui deviendrait de moins en moins cohérente, eh bien félicitations, tu as dans le CTMU un dogme parce que tu n'es pas capable d'éliminer des hypothèses qui vont à son encontre. Tu n'es pas en mesure de dire, tiens, cette hypothèse que tu avances et qui finalement montre que le CTMU ne fonctionne pas, eh bien en fait, je le rejette de façon axiomatique. Là, c'est ce que tu es en train de dire. Donc là, je t'encourage justement, Dave, Alors, à j'ai pas essayer compris à de... quel moment j'ai nié quoi que ce soit. Il faudrait être Ok, plus succinct et vas-y, je clair t'en prie. sur exactement l'endroit où j'invalide moi-même le CTMU. Claire, écoute, si tu veux, moi j'essaye d'être clair. Ouais. Mais en tout cas, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu invalides le CTMU, mais dans ton argumentation, tu me présentes une sorte de mutation, d'impossibilité physique de cette expérience de pensée. Mais Ça, c'est moi, pour l'impertinence de l'expérience de pensée elle-même, qui n'a. En fait, quand bien même je suis d'accord. D'ailleurs, je suis d'accord que potentiellement l'espèce humaine, tous les individus qui composent l'espèce humaine peuvent
de génération en génération, perdre en QI, perdre en intelligence. Mais pour des raisons qui, elles, respecteront en tout temps et en tout lieu les principes fondamentaux de la logique, distribués notamment à travers les règles de la physique et les règles de la biologie, qui en sont dérivées. Ouais, ah oui, ok, ça répond pas du coup. Parce que là, C'est moi, ce que je te impertinent, dis, c'est que. effectivement, c'est impertinent, cette expérience de pensée. Alors, attention, parce que justement, j'ai relevé un point sur ça, si tu faisais une erreur. Une expérience de pensée, elle n'est pas définie par son impertinence dans le monde physique. Une expérience de pensée, son but, c'est d'expérimenter quelque chose dans la pensée, pour pouvoir faire jaillir des hypothèses, justement. Et là, en l'occurrence, l'expérience de pensée que je te propose, parce que là, tu fais comme si j'avais parlé que des humains. Mais après, je t'ai justement dit que je parlais pas que des humains. Et là, tu n'arrives pas à répondre, en fait. C'est-à-dire que là, Je t'en tu prie, vois que. vas-y, propose une variante de l'expérience de pensée. Comment c'est. Mais je l'ai déjà fait, Dave. T'as répondu d'ailleurs, tu devrais. Je comprends pas. C'est-à-dire, vas-y. Ok. On peut très bien imaginer une version panpsychiste où, je sais pas, les particules subatomiques dans le pancognitivisme, elles auraient une sorte d'intelligence et leur intelligence diminuerait. On peut très bien imaginer ça. Et, Alors, euh, alors en et ça, l'occurrence, en fait, à partir de là, ça invalide totalement le CTM. Vas-y, je t'en prie. alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la théorie du tout. D'accord? Une expérience de pensée qui se permettrait de s'absoudre des lois de la logique ou des règles, par exemple, de la biologie, si l'expérience de pensée constitue un exemple qui met en scène la biologie, perso, je vois pas l'intérêt. À savoir que, par exemple, si on évoque la microphysique, le comportement des particules, il est difficile de, sous prétexte d'une expérience de pensée, de lui attribuer, par exemple, à la petite particule une intelligence humaine. Moi, je ne vois pas l'intérêt. C'est inventer des choses qui n'ont pas lieu d'être. Et ce qui a lieu d'être, c'est exactement le sujet qui nous préoccupe, à La savoir la réalité, structure de la réalité. la réalité devient plus cohérente. La réalité, elle est composée de choses, elle est composée d'individus, pas forcément des individus humains. Ça peut être des individus atomiques. Si la réalité devient plus cohérente, j'imagine que c'est pas seulement les pensées humaines qui deviennent plus cohérentes. Donc, est-ce que, étant donné que tu es pan-cognitiviste, tu penses que les particules subatomiques, à savoir les électrons, ont une pensée? Pas exactement. Les Ok. particules et la microphysique, on va dire l'interprétation proposée dans le CTMU de la mécanique quantique, met en scène une forme de proto-cognition, où en fait, les règlements qui ont lieu, qui sont à l'œuvre dans la description des mécanismes quantiques, sont les mêmes lois de la cognition qu'on observe par exemple dans la pensée humaine. Et j'ai évoqué tout à l'heure ce principe où lorsqu'on interroge un système pour lui demander d'évaluer son propre état, celui-ci va donner une réponse à partir d'un espace des probabilités jusqu'à produire une réponse Ah, unique qui, elle, pourrait être considérée comme appartenant à la réalité, comme point de la réalité. En ce sens, on n'a d'accord. pas affaire à une cognition similaire en qualité en tout point de la réalité. Ah oui, On pas de a, souci. Ok, on a vas-y, je affaire t'en à prie. on a affaire à un langage, celui de la cognition et de la perception, qui se distribue. Et comme il se distribue d'une façon stratifiée, il ne va pas avoir les mêmes fonctionnalités propres en fonction du niveau d'expression dans lequel il se déroule. Ok, ok, non mais d'accord. Mais personne n'a dit. D'ailleurs, aucun panpsychiste te le dit. Si tu lis justement la Non, littérature je fais pas sur attention le aux autres panpsychisme. psychistes. Non, mais t'es pas panpsychiste, bien sûr, t'es pancognitiviste. Mais je veux dire, c'est des philosophies qui sont reliées. Personne ne dit que un caillou a la même pensée qu'un humain. Bah, j'espère bien. Personne ne dit que les cailloux peuvent être féministes. Est-ce que tu vois une Évidemment. pertinence à exprimer une expérience de pensée qui mettrait en scène la pensée d'un caillou? Tu vois une pertinence à ça? Bah, c'est pas ce que je suis en train de faire. Donc, Ah, effectivement, je vois pas de pertinence, mais je vois pas non plus de pertinence OK. à relever quelque chose que je suis pas en train de dire. OK, je Mais veux bien me donc, resoumettre à l'expérience de pensée, vas-y. ok. Alors là, tu me parles d'une protocognition, d'accord? Donc il y Oui, a bien une protocognition. C'est pas évidemment le caillou pense pas comme les humains. la Donc moi particule ma là pour la question, proto, hein, c'est le monde microphysique. d'accord. Mais du coup, s'il y a une protocognition, cette protocognition, elle peut diminuer et elle peut augmenter. Est-ce que tu Non, acceptes ça? non, la fonction, elle est Ouais. structurée dans un langage distribué. Elle ne réduit ni ne s'agrandit. La fonction elle-même est invariante, celle de traiter l'information pour actualiser les états internes et l'affichage externe Ok. de l'objet cognitif. Ok, donc la réalité devient cohérente seulement de façon subjective et vraiment seulement de façon subjective devient plus cohérente. Par contre, ça marche que pour les humains
même si tout ce qui existe, tout le monde microphysique a une protocognition. Ça marche que pour les humains. Non, Comme si ça les humains n'étaient fonctionne. pas constitués par ces particules. Mais, Non, ça et fonctionne d'ailleurs, aussi pour les particules, hein. donc les particules sont de plus en plus cohérentes. Elles contribuent à Et des systèmes qui se complexifient. Et c'est ce qu'on appelle, d'accord, dans le domaine de la physique, c'est ce qui est décrit comme étant l'entropie. oui, d'accord, mais qu'est-ce que je suis en train de te dire, Dave, du coup? Je suis en train de te dire que là, ton expérience de pensée, je te propose une autre expérience de pensée qui montre un raisonnement totalement inverse, à savoir que la réalité peut devenir de moins en moins cohérente. Et là, depuis tout à l'heure, je suis désolé, tu ne réponds pas. À la limite, tu présentes le J'ai pas CTMU, compris mais l'expérience à laquelle je dois me soumettre, en fait. c'est-à-dire que tu ne présentes pas des arguments à l'expérience de pensée. Pas de souci, je vais la resoumettre. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un monde dans lequel la réalité devient moins cohérente. Et si tu n'es pas capable de discriminer entre Tu peux me l'expérience de décrire pensée que fait en quoi on entre constaterait l'expérience du CTMU et en, en- l'expérience de la réalité, justement, enfin l'expérience de pensée que je t'ai proposée à propos d'une réalité qui devient moins cohérente, si t'es pas capable de discriminer les deux expériences, eh ben du coup, ton CTMU, il est dogmatique. Il y a un dogme dans le CTMU que t'es pas capable de démontrer. Félicitations. Alors, j'aimerais comprendre à quoi on observerait la déperdition ou la perte de complexité Comment on observe la perte de complexité? dans cette expérience de pensée. À quoi on l'observerait, la perte de complexité? Pour les humains, je te l'ai déjà dit, on pourrait l'observer avec une baisse du QI. Pour l'ordre, bah, tu peux très bien avoir une certaine définition de l'ordre qui fait que, en fait, les objets sont tout simplement de moins en moins ordonnés à force qu'on traverse la réalité. C'est Mais ça, il n'y a ordonné. aucun problème. Ça, c'est seulement des modèles scientifiques qui sont tributaires de définitions qui sont souvent arbitraires et il n'y a aucun souci pour ça. Alors, je crois qu'il y a une méprise sur du caractère de complexification. La Vas-y, je t'en prie. complexification, ce n'est pas symétrique à l'ordre en tant que tel. L'ordre, ce serait, par exemple, un caractère répétitif qui reproduit un schéma identique euh, qui pourrait se superposer. Là, on a affaire à une complexification où l'information se compactifie. C'est-à-dire que les chaînes de relations logiques s'accumulent sur des points de réalité qui eux-mêmes occupent un espace au volume constant, c'est-à-dire un ensemble fermant qui n'a pas d'extérieur à lui-même. Ok, non mais bon, au pire, on va faire plus simple parce que là, j'ai l'impression que tu essayes un peu de perdre le public et tout le monde. Même si je vois ce que tu veux dire, mais j'ai pas l'impression que ça réponde en fait. Mais tu vois Au là, pire, on va. Non, mais c'est-à-dire que ça répond tu toujours vois pas que quoi. complexification, ce n'est pas une Mais notion d'ordre. C'est pas une non, mais question je te parle. d'arrangement Ok, symétrique, je te ordonné, parle par répété. rapport à la cohérence. Ok. La réalité devient de plus en plus cohérente. C'est ça, enfin, Non, de façon non, non, subjective, non, non, attention, parce que tu non. n'es pas capable de Voilà, montrer que voilà. l'orientation spatio-temporelle est objective. Mais dans ce cas, ok. Mais c'est pas ça en fait là. Moi, ce que je te demande là, c'est de me donner un exemple concret qui montre que la réalité devient plus cohérente. Je sais pas, la réalité, elle devient plus Eh bien, les cohérente lois de la aussi dans mécanique. la pensée humaine. Comment on explique que dans la pensée humaine, on arrive à des systèmes, par exemple, dialéthéistes, on arrive à des systèmes trivalents, etc., alors que la pensée humaine devient de plus en plus cohérente. Je sais pas, si le CTMU est vrai, Non, logiquement, non, non, tu n'y es les pas. systèmes dialéthéistes, les systèmes trivalents, Non, non, non. etc., ça devrait être des systèmes, mais incohérents. Non, non. La poursuite de la cohérence qui donne donc une forme de complexification de l'information, ce n'est pas la recherche d'un ordre, c'est Mais j'ai pas dit ça. l'exploration des potentiels, d'accord? Et par l'évaluation par rapport à des lois logiques, la détermination de ce qui est vrai ou faux, de ce qui est réel ou de ce qui ne peut pas l'être. C'est dans ce sens-là qu'il y a une complexification. D'accord, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai parlé de cohérence, là, j'ai pas parlé de complexification. Maintenant, est-ce que tu peux me répondre par rapport à la cohérence? Vas-y, remets-moi sur la cohérence, vas-y. Ok, bah je vais répéter mon argument, parce que là, du coup, tu n'as pas répondu à mon Oui, argument. je suis désolé. Mon argument, pas de souci. Mon argument, c'était comment t'expliques que la réalité devienne de plus en plus cohérente, de façon subjective, comment t'expliques que la réalité devient de plus en plus cohérente, alors que dans l'histoire de la logique, on développe en ce moment des systèmes dialéthéistes, donc avec qui autorise le PNC, des choses de ce style. Principe de non-contradiction. En gros, pour le public, le système dialéthéiste, c'est un système qui, bon, pour faire simple, autorise le principe de non-contradiction à certaines échelles. Ok. Pareil, on a des systèmes trivalents, ok, qu'on utilise de plus en plus en logique. Voilà, il y a eu pas mal d'arguments pour les systèmes trivalents. Donc, système trivalent, c'est des systèmes à trois valeurs de vérité: vrai, faux et indéterminé.
Voilà, donc c'est-à-dire une proposition qui ne peut pas, on peut pas déterminer la vérité ou la fausseté d'une proposition, quoi. C'est ça, on détermine. Et donc en fait, ces systèmes-là, c'est des systèmes, on va dire, anti-rationalistes. Généralement, tu peux pas adhérer au système dialectéiste ou au système trivalent si tu es rationaliste. Et encore moins si tu adhères à une théorie du tout, comme le CTMU ou le spinozisme. Donc, moi, là où je veux te faire emmener, c'est comment on explique le développement de systèmes dialectéistes si la réalité devient de plus en plus cohérente. Parce que manifestement, si la réalité devient de plus en plus cohérente et que les humains développent des systèmes dialectéistes, c'est que finalement, plus la réalité devient cohérente, plus le CTMU est faux. Puisque le CTMU, mais évidemment qu'il rejette le système dialectéiste. Il a tout un système pour expliquer pourquoi il y a un principe de non-contradiction, etc. Donc plus la réalité devient cohérente, plus le CTMU est faux, quoi. C'est ça. Alors non, pas du tout. La réalité devient de plus en plus cohérente en ce qu'elle elle raffine son potentiel de base, son potentiel infini, vers des points logiques, à travers un traitement logique, vers de la réalité, en excluant ce qui est faux, ce qui est paradoxal, ce qui est contradictoire. Il n'y a aucun lien, vraiment aucun lien direct en tout cas, qui lierait le fait que l'être humain est capable de modéliser des systèmes qui permettent d'exprimer des inconsistances, des incohérences, voire même de rester sur des superpositions d'états. Il y a en tout cas, si ce que tu dis était utile à notre discussion, ça voudrait dire que l'homme, en inventant des systèmes, comme tu dis, logiques, paracohérents, pourrait produire de la réalité par de l'illogisme, pourrait produire un contenu irrationnel, par exemple. Or, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vraiment ça. En fait, l'intérêt des systèmes dialectéistes, c'est d'être plus expressif et de régler certains paradoxes comme le paradoxe du menteur ou d'autres. C'est ça en fait. C'est ça l'intérêt du dialectisme. Faut bien comprendre ce que c'est. À quel moment, lorsqu'un homme imagine un Ouais. système qui lui permet de faire ce genre de résolution, à quel moment, lui, du coup, dans les faits, peut enfreindre la cohérence logique de l'univers? Il ne le peut jamais. Parce que c'est ok. Bah non, mais là encore une fois, je vais pas défendre des choses que je défends pas. Parce que là, moi, c'est seulement pour te montrer que ça réfute le CTMU, ton hypothèse de base. Non, Et que puisque ce n'est justement à pas cause de ça. relié à une définition globale et logique de la réalité. Attends, juste. Ouais, donc oui, c'est pas, ça réfute le CTMU, c'est pour ça. Moi, j'ai pas cette hypothèse, donc moi, j'ai pas ces problèmes avec le système dialectiste. Tu réfutes pas le CTMU juste, quand même, ça non, ce que je veux dire, c'est que cette hypothèse, elle réfute pas le spinozisme, tu vois. Parce qu'en fait, on n'a pas cette hypothèse dans le spinozisme, bref. Donc voilà, mais je vais y venir, pardon. En fait, le truc, c'est que là, tu me parles, oui, mais du coup, ça brise la cohérence logique de l'univers. Non, Ouais, mais là, un dialectéiste. c'est pas ce que je viens de dire. Bah, s'il te plaît, Dave, je peux pas trop parler là. Je répète juste ce que j'ai dit. Ce n'est pas parce qu'un être humain imagine un système logique qui permet, par exemple, d'exprimer des inconsistances, des incohérences, des paradoxes, ce n'est pas pour autant que lui est en train de neutraliser la cohérence de la réalité. Ouais, mais ça, c'est toi qui le présuppose, c'est ce que te dirait un dialectiste. Mais bon, bref. Là, je veux pas qu'on s'éloigne du sujet. Là, tu fais des erreurs, mais ces erreurs, elles sont pas connectées au sujet. Moi, je veux parler donc du spinozisme et du CTMU. Et encore une fois, je veux demander, parce que c'est important de savoir s'adresser au public. Moi, tu sais, Dave, je crois vraiment à l'assertion qui dit que une fois que tu as compris quelque chose, tu es capable de déployer cette pensée à un auditoire. Voilà, moi, je suis vraiment très dans ça. Et donc, en fait, là, tu dis que la réalité devient de plus en plus cohérente, de façon subjective. Hein. Donc, moi, j'ai envie que tu expliques à l'auditoire de façon mais concrète, très compréhensible. Vraiment, tout l'auditoire va comprendre après. En quoi, avec un exemple concret, la réalité devient de plus en plus cohérente? Eh bien, chaque état successif que vous vivez, chacun de vous, dans la réalité, vous permet d'observer que, à partir d'un potentiel, donc à partir de possibilités diverses et variées, vous ne pouvez que voir dans chaque actualisation, chaque moment qui passe, vous ne pouvez que voir la réalité appliquer ses règles à elle-même et jamais enfreindre ses propres règles. C'est forcément cette logique qui va produire, de notre point de vue, effectivement subjectif, en tant qu'observateur de la réalité, on va voir se poursuivre la consistance de ces relations logiques dans le temps, et jamais celle-ci ne va se dissoudre. Il y a une continuité de cette cohérence de l'information globale que nous pouvons observer dans cette complexification. Les relations logiques, tu parles des relations logiques du premier ordre ou pas? À la base, oui. Ensuite, elles se
en fonction de la stratification que tu es en train de décrire, ça peut être dans le domaine des lois de la physique, ça peut être aussi Mais dans le domaine des lois de la cognition. On va aussi observer cet d'accord, effondrement des je vois ce potentiels que tu veux en dire. plan de la réalité. Ok, je vois ce que tu veux dire. Mais là, le problème, c'est qu'encore une fois, je peux te faire la même objection. Il y a des systèmes philosophiques qui vont dire que c'est absolument pas le cas, quoi. Il y a des systèmes qui vont dire que justement, ces relations logiques. Je prends l'exemple de la contradiction. Bah justement, chez Hegel, la contradiction, on cherche toujours à dépasser la contradiction pour la diminuer. Et pour finalement atteindre un nouvel état. Ouh, Ok. ça ressemble au raffinement des potentiels en point de réalité, ça. Bah ouais, mais c'est-à-dire que, en fait, s'il y a de moins en moins de contradictions, je vois pas comment elles s'expriment, tes relations logiques. C'est-à-dire C'est s'il y a parce de moins qu'elles en moins de produisent contradictions. c'est parce qu'à leur tour, elles vont produire des espaces de potentiel, d'accord? Des nouvelles façons de la réalité de s'identifier, Dans ce cas, il y a de, qui n'étaient pas disponibles avant. dans ce cas, dans ce cas, ok. Imaginons que les contradictions diminuent. Ok. Il y a, ok, je sais pas, il y a des contradictions, il y a des gens qui sont pas d'accord, etc. Donc, logiquement, la réalité, elle devient de moins en moins expressive, puisque comme il y a de moins en moins de contradictions, il y a de moins en moins de propositions. Je suis Alors, désolé, prendre mais un parler exemple des concret. gens, je vois pas Je vais le prendre un lien. exemple concret, juste Dave. Bah non, mais je prends l'exemple d'Hegel, parce que Hegel, par exemple, s'oppose totalement à ça, et là, encore une fois, je pense pouvoir montrer que le CTMU n'est pas capable de discriminer cette hypothèse. Donc, en fait, imaginons qu'il y a plein de gens, plein d'idées, plein de propositions. Ok. Il y a des gens qui disent que, je sais pas, la Terre est plate, et d'autres qui disent que la Terre est ronde. Ok, Un ça bon fait exemple. plein Vas-y. de propositions. Une fois qu'on dépasse la contradiction et qu'on, je sais pas, on arrive Et à comment savoir on que la la Terre dépasse? est. Comment on la dépasse, cette contradiction? Attends, mais s'il te plaît, Dave. On arrive à savoir que la Terre est une géode, ok, ou je sais pas, bref, est ronde, quoi. Eh bien, en fait, on a moins de propositions. Et comme on a moins de propositions, parce que là, on en a moins, puisque là, on est arrivé à montrer qu'il y avait une vérité. Ok, on a dépassé la contradiction entre une Terre ronde et une Terre plate. Ok, on va dire que c'est une géode, comme je t'ai dit. Dans ce cas, il y a moins de contradictions, il y a moins de propositions. Et comme Oui, il y a mais moins de pour un sujet propositions. Attends, donné. attends, 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 Pour attends. un sujet donné uniquement. Attends. Oui, bah là, on parle de sujet. En l'occurrence, je te rappelle que Mais Dave, dans le la CTMU, poursuite que de la la cohérence, réalité, elle comme est tu l'as dit. globale. Elle est globale, Attends. elle ne Bon, s'applique pas à Dave, un seul point. Dave, est-ce que j'ai fini mon argument, Dave? Excuse-moi, vas-y. Ah, merci. Donc, la réalité, là, on dépasse la contradiction pour arriver à une seule proposition. Si on a trois propositions, on a plus de relations logiques que dans une seule proposition. Si la réalité tend à diminuer les contradictions, Dave, eh bien, la réalité tend à diminuer les relations logiques. Or, c'est quoi la cohérence de l'univers, Dave? Eh bien, c'est l'augmentation des relations logiques. Or, chez Hegel, c'est typiquement l'inverse, puisqu'il y a une diminution progressive des contradictions. Donc là, on a un système qui est le système hegelien, qui s'oppose totalement à ton système. Donc moi, j'aimerais bien savoir comment tu fais pour discriminer ce système hegelien. On a vu déjà avec l'expérience de pensée que je t'ai proposée précédemment que tu n'étais pas capable de discriminer cette hypothèse. On a vu que tu ne savais pas le faire. Maintenant, je te donne une autre expérience avec celle de Hegel pour te redonner une chance, si tu veux. Est-ce que tu peux discriminer cette hypothèse? Alors, si j'ai bien compris, chez Hegel, on va établir que dans les relations dialectiques, on va aboutir à une enfin, à la disparition des contradictions. Et ça, c'est valable du point de vue topique. C'est-à-dire que pour une interrogation donnée, lorsqu'il y a un potentiel qui y est rattaché, effectivement, ça va s'effondrer en une seule solution logique et cohérente avec l'ensemble global. Néanmoins, à chaque fois que cette opération est effectuée, elle va créer à son tour un contenu de potentialité. C'est-à-dire que chaque point de la réalité, à son tour, va permettre une nouvelle évaluation avec de nouveaux potentiels. Ça veut dire qu'un sujet peut être clos, Ouais. c'est-à-dire une étape va être passée. Néanmoins, cette étape elle-même va produire une autre interrogation relationnelle, et il me semble bien que c'est le principe hegelien de continuité permanente de cette relation dialectique. Il me semble bien que Mais, de ce point de vue-là, le CTMU est assez raccord avec la pensée mais elle hegelienne. n'augmente pas. Mais oui, mais elle n'augmente pas. Il n'y a pas une augmentation de ces relations logiques, c'est ça mon argument. Justement, tu as une diminution progressive. Si tu veux, cette Je ne voudrais diminution pas rester progressive. attaché au mot augmentation, en fait. Ok. Là, la partie quantitative, Ouais, c'est parfait, je parle de diminution. Ouais, elle vas-y, est je t'en topique, prie. celle-ci. Oh, C'est-à-dire que bon, ouais, vas-y, je t'en prie. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, d'un point de vue
contextuel, c'est-à-dire pour un point arbitrairement évalué de la description de la réalité, on va voir effectivement une réduction des potentiels. Ça n'empêche pas que sur un plan global de la réalité dans son ensemble, le potentiel est infini. Il Mais est non, sans cesse en train de permettre à la réalité de nouvelles évaluations. Autrement dit, d'un point de vue plus prosaïque, pour l'être humain, nous par exemple, il y aura toujours de nouvelles choses à découvrir. Il y non, aura toujours de nouveaux espaces physiques, mais mais c'est aussi pas de ça. pensée à parcourir. Les C'est- potentiels vont toujours Mais pouvoir non, être confrontés et pour un point donné, on va effectivement pouvoir raréfier les interrogations, etc., jusqu'à aboutir à des éléments de la réalité qui seront indubitables, qui seront vrais et tu dans passes à lesquels on côté là. aura... Vas-y, je t'en prie. Là, en fait, moi, ce que je te dis, c'est que là, tu présupposes que il y a un espèce de potentiel qui se déploie, qui fait qu'on peut faire plus de propositions. Mais d'accord. Mais là, moi, justement, je te propose une expérience de pensée dans laquelle c'est pas le cas. Évidemment que si tu me prends les axiomes du CTMU, que tu me dis, ah bah oui, il y a un déploiement du potentiel, donc il y a plus de propositions, ah, évidemment, c'est l'axiome du CTMU. Moi, là, je te parle du système de Hegel. Et dans le système de Hegel, encore une fois, Dave, c'est pas le cas. Et c'est pour ça que là, ton argument, il échoue à contrer ce que je dis. Mais Hegel propose une théorie du tout? Et C'est ce qu'il encore une fait. fois, ouais, Hegel Est-ce comment qu'il a dire, à défini l'origine, en fait, comment dire, il y a une grosse filiation entre Hegel et Spinoza, et notamment Hegel, il dit qu'il n'y a pas de philosophie sans Spinoza. Ouais, il prétend faire une théorie du tout. et La c'est quoi son cadre particularité, global? Comment il le définit, Hegel, le cadre global de la réalité? le cadre global, c'est que la réalité est dynamique. Donc on n'est pas du tout dans un modèle éternaliste comme dans le CTMU, parce qu'elle n'est pas Alors si, seulement je vais expliquer subjective. en quoi c'est dynamique, hein, Non, dans non, non, cette non, ligne. non, parce que non, non, parce que je t'ai corrigé sur ça. Je t'ai rappelé que la réalité, elle est subjectivement dynamique. Donc c'est Oui, très différent de chez Hegel. mais Mais du ça coup, reste réel, hein. C'est pas non, parce que parce que c'est chez Hegel, elle est subjectif. objectivement dynamique. Oui, non, ça reste Ah, réel sur le il plan de peut la pas être parfait, subjectivité. du coup. Ok, regarde, quand là, t'es en train de me dire, Dave, quand il y a quelqu'un qui est sous hallucination qui voit des licornes, les licornes existent réellement. Bah non, Non, le mec non, voit pas du réellement tout. des licornes, Non, mais pas les du tout. licornes n'existent pas réellement. Oui, Et là, c'est la même erreur. je vois pas Mais le rapport, hein. bon, les gens comprendront, je pense. Mais du coup, là, ce que je te dis, c'est que là, t'es pas capable de discriminer Si, je viens de le la faire. théorie hegelienne. C'est-à-dire Parce que que Hegel, ça marche, d'accord? Cette dialectique qui permet la réduction des potentiels, heu, réduction des en contradictions. voilà, si tu veux, la réduction des contradictions parce que la réalité, en fait, se confronte à elle-même avec ses propres lois et elle se dit à elle-même, elle s'identifie et par ce processus, elle exclut les inconsistances. Elle ne produit que de la cohérence. C'est dans ce sens-là qu'elle poursuit sa propre cohérence. C'est quoi une relation logique, Dave? Une relation Là, je te... logique, c'est Ouais, c'est quoi? la relation logique, c'est les principes qui permettent à deux éléments de la réalité d'être cohérents l'un à l'autre. Non, c'est l'implication, la conjonction, la disjonction, et je crois que j'en oublie un autre. Voilà, C'est ça, ça implique toutes ces ok. règles-là, oui. Négation. Oui, non, voilà. Ça, on pourrait dire que c'est des relations logiques. Ok, donc logique du premier ordre. Plus t'as de propositions, plus t'as de relations logiques. Encore une fois. Donc, si t'as une diminution du nombre de propositions par l'érosion des contradictions, c'est-à-dire que t'as une réduction Non, des non, contradictions dans la réalité. Eh bien, si t'as une réduction des contradictions dans la réalité, t'as forcément une réduction des j'ai propositions. dit tout le contraire. Car ah oui, non, mais J'ai oui, exprimé tout le effectivement, tu as contraire. dit tout le contraire, puisque ton objectif, c'est de réfuter ce que je dis. Justement, j'ai Et, essayé de te mettre en et, garde. Je ne veux pas employer le terme de réduction. D'accord? Il n'y a pas une et, réduction puisqu'on a affaire à un potentiel infini. Il n'y aura pas de fin, en fait. mais oui, Cette mais mé- c'est moi qui te parle de réduction. C'est pas mais tu évidemment. fais ce que tu veux, Euh, mais moi, c'est- je veux parler de la réalité. D'accord? Moi, je veux oui, moi, je parler te de parle de théorie du tout et réduction de dans la la réalité. réalité. Oui, non, mais c'est dans Hegel, c'est une théorie du tout, encore une fois. Oui, mais Hegel se trompe s'il dit que la Il réalité faut leur le montrer. réduit son potentiel jusqu'au nul, jusqu'à zéro. Il a tort. Ah ouais, bah non, mais déjà, la diminution progressive des contradictions, elle peut être infinie. Me dire que Ah bah, très bien, alors là, non, je suis d'accord. non, je veux pas parler de Mais réduction des contradictions. alors, il Bah dit que ça écoute, réduit ou tu pas? voyages dans le temps, tu dis à Hegel, mec, Attends, écris pas ça. s'il dit Enfin, que ça réduit, tu as ouais, dit, il dit que ça ouais, réduit les compris. contradictions. On arrive à combien de contradictions si on les réduit toutes?
Eh bien, en fait, tu as deux façons de le voir. Tu peux arriver à un espèce d'état unifié de la réalité, ou tu peux simplement postuler que la réalité, elle va réduire ses contradictions de façon infinie. Mais du coup, tu auras Ça, c'est toujours mon cas, une hein. diminution. Attends, T'as attends, entendu. attends, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu auras toujours une diminution du nombre de propositions. Et donc, Localement, une diminution. pas dans un sens global. Tu peux pas en même temps dire il y aura une Dave, poursuite Dave. infinie. Attends, Dave, j'ai l'impression que là, depuis. Enfin, on n'arrive plus à bien parler là. Tout à l'heure, c'était un peu plus, Je suis désolé. court. Vas-y, Non, mais c'est moi aussi, t'inquiète reprends le pas. fil. Vas-y. Attends, si tu veux juste. Euh, Ouais. vas-y, C'est vas-y, c'est Dave, vraiment. vas-y, pique. Au pire, vas-y, attends. C'est vraiment aller directement, juste pour ressortir un petit peu le débat, sur quelle proposition en tant que telle que le CTMU affirme que ton expérience de pensée et ou l'argument de Hegel pourrait réfuter. Et j'aimerais aussi proposer à Dave, s'il le veut, d'attaquer aussi un petit peu le spinozisme par la suite, parce que, comme pour le coup, tu fais beaucoup d'attaques à tort. Puis j'aimerais que comme les rôles s'inversent un peu pour laisser la chance à Dave d'avancer un peu les arguments aussi. Ça va, Y tu a les aucun deux? souci. Y a aucun souci. Je veux juste finir sur ça et après, on peut passer au spinozisme si tu veux attaquer le spinozisme. Moi, il n'y a aucun souci et je sais déjà un peu. Ouais, donc la réduction. Ok, si tu as une diminution du nombre de propositions, par essence, tu as une diminution du nombre de relations logiques. Ok. Donc, si tu as une diminution du nombre de relations logiques et que tu définis justement le fait que la réalité devient plus cohérente par le fait que justement il y a de plus en plus de relations logiques, parce que là j'ai l'impression que tu fais un peu du gloubi-boulga, on comprend pas trop, mais c'est vraiment ça. Hein, c'est la réalité devient plus cohérente parce que Elle poursuit euh, une cohérence. elle augmente son potentiel et il y a de plus en plus de relations logiques. Son potentiel s'actualise comme tu veux. Oui. Et en fait, ça, Hegel, il va dire l'inverse. Il va dire que comme il y a une diminution du nombre de propositions par le fait qu'on dépasse la contradiction entre deux propositions, dépassement dialectique, eh bien en fait, on va avoir moins de propositions. Si on a moins de propositions, Ok. on a moins de relations logiques. Alors je vais te donner un exemple très simple qui va permettre de comprendre le truc. On va imaginer une feuille et un arbre. Ok, ça, ce serait une proposition. Maintenant, on va imaginer une autre proposition qui est du feu et de l'eau. Là, en logique, j'ai, bon, c'est pas une proposition, mais bon, bref, c'est pas grave, ça permet de comprendre. J'ai une conjonction. Dans une feuille et de l'arbre, j'ai une conjonction. Dans du feu et de l'eau, j'ai une conjonction. Donc j'ai deux conjonctions. Ouais, bah, ouais. Et le truc, c'est que chez Hegel, eh bien, imaginons que feuille et arbre rentrent en contradiction avec feu et eau. Eh bien, on va dépasser cette contradiction pour former une seule proposition, et ça va donner, je sais pas moi, feu, comment dire, feuille arbre et feu eau. Voilà. Et là, on a une seule proposition. Et donc, comme on a une seule proposition, eh bien, on a une seule conjonction. Et du coup, on a un modèle dans lequel il y a une diminution des relations logiques. Ton modèle, dans lequel se déroule l'expérience de pensée, est clos. Il a des limites, il a des bornes. D'accord? C'est-à-dire les 4 termes que tu as employés. Le feu et l'eau, l'arbre et la feuille. Or là, Ouais. il est question de parler de l'ensemble réalité. On n'a pas cette liberté, comme ça, de se limiter dans les échantillons. Ça, évidemment que ça va nous amener à une réduction, puisqu'on a un échantillon limité. Dans un modèle de théorie du tout, on n'a pas cette liberté-là. On est obligé de parler au global. On est obligé de parler dans un sens englobant et qui ne trouve pas de limite. En tout cas, si l'exemple que tu donnes fonctionne, il ne peut en réalité fonctionner que dans un cadre logique qui l'englobe. Et ce cadre logique, lui, ne souffre pas de cette limitation quantitative. Tu comprends, Dave, quand même que là, l'ensemble de tout ce qui existe, il ne devient pas de plus en plus cohérent parce qu'il existe et qu'il est déjà la classe de tout ce qui existe. Donc là, on parle évidemment de propositions locales. Et il faut comprendre que l'ensemble de tout ce qui existe est constitué lui-même de propositions locales. Donc là, pour moi, justement, là, déjà, Ce sont des personnellement, confères des on propriétés peut, on peut différentes. ne Tu pas être comprends? d'accord, On l'a mais dit, on l'a déjà dit en opposant l'objectif et le subjectif. Là non, où, mais même, attends, je développe. Là où le vas-y. subjectif permet, par exemple, une expérimentation de la flèche du temps, avec une linéarité entre le passé, le présent, le futur, d'un point de vue global et objectif, tout cela se superpose en une seule relation métalogique. Donc, l'un n'empêche pas l'autre. Les deux Et non, se codéfinissent, en réalité. Il n'y a aucun problème pour que Hegel ait raison dans sa partie descriptive, mais lui ne parle pas dans ce cas-là de la réalité. Ce n'est pas une théorie du tout. il a raison, mais il parle pas de la réalité.
Mais sauf qu'en la fait, partie si, Hegel. Donc en fait, à partir du moment où je dis que Hegel parle de la réalité, t'as plus aucun moyen de discriminer Non. l'hypothèse. Les Quoi. seuls exemples que Bah, tu peux me donner pour Hegel ne concernent pas l'ensemble réalité, mais des mais, exemples localisés. mais l'ensemble réalité, c'est la classe de tout ce qui existe. Tu comprends bien que la classe de tout ce qui existe ne devient plus cohérente que si elle augmente sa propre extension. Ok. Oui, interne par la complexification de ces Non, états, non, c'est le ok. propos du système. Sauf que ça, c'est subjectif, on est d'accord. Non, Que la classe de tout ce qui est. ce n'est Donc, expérimentable donc que t'es pas. d'un point de vue Ok. subjectif. C'est différent. Non, non, tu comprends que tu peux pas être éternaliste si tu dis que la classe de tout ce qui existe augmente son extension de façon objective. Tu peux pas. Pourquoi? Non, Mais non, non. si tu dis que le futur, si tu dis que le passé et le futur existent déjà, ben en fait, félicitations, la classe de tout ce qui existe est déjà réalisée dans l'objectivité. Non, pas déjà réalisée. Elle existe sous forme de relation logique. Mais la Mais, réalisation elle-même se passe dans une flèche du temps. mais non, mais la C'est là réalisation, qu'elle a c'est lieu. toi, Elle mais c'est pa- toi qui le Attends, présuppose. je finis. C'est ce passage d'un potentiel à la réalité qui peut être décrit Bon, comme réalisation. Bon, Dave, j'ai l'impression qu'on va pas y arriver. Là, je pense que tu as compris mon argument, Non. mais que tu vois qu'il y Enfin, a un je suis problème. pas d'accord du coup. J'ai compris, mais je suis pas d'accord. Ouais, moi je pense qu'il y a. Moi, toi, je pense vraiment que tu as perçu le J'ai un problème là. autre point si tu veux. Ça concerne le Et principe de libre arbitre si tu veux. ok, juste, je termine par rapport à ça. Ouais, du coup, c'est pas parce que la réalité augmente de façon subjective que l'ensemble de tout ce qui Augmente. existe augmente de façon objective. Qu'est-ce qui Mais bref, augmente? De quoi? non, mais la cohérence, tu parles de la cohérence. Elle Et même poursuit parce que une tu dis cohérence, bien oui. aussi, enfin, ton propos est flou, c'est pas. Bon, bref. Mais je Moi, peux je défends que l'éclaircir. Demande-moi à quel t'as endroit. pas réussi à répondre à l'argument là. Et tu veux passer à autre chose. Mais après, moi, je peux rester là, hein, je peux rester tout le débat sur cet argument si tu veux. Mais c'est comme tu Mais veux, si tu veux qu'on demande-moi change de truc ou toi. d'éclaircir. Y a pas de problème. Ok. La réalité, la classe de tout ce qui existe, Oui. sa cohérence, ok, ou même la classe de tout ce qui existe. Est-ce que comment dire, est-ce que tout existe de façon objective? C'est-à-dire, est-ce qu'elle va grandir la classe de tout ce qui existe de façon objective? Grandir. Ok. Est-ce que on peut, par exemple, on peut distinguer un moment du temps, donc T1, voilà, un moment du temps à T1, Pas de façon ou objective. Hein. ok, donc t'es bien éternaliste. Oui. Donc là, on peut être J'ai d'accord dit. sur ça. La classe de tout ce qui existe, elle augmente de façon subjective dans ce cas. Non, la classe de tout ce qui existe, elle, je vais simplifier en disant qu'elle a un volume limité. Mais Limité par elle-même. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas être plus grande qu'elle-même. Néanmoins, en interne, dans sa complexité interne, elle va pouvoir augmenter son tissu de relations logiques. C'est une mais non, mais densité qui augmente dans ce sens-là. Mais oui, mais ça, là, je t'ai donné l'argument avec Hegel qui dit exactement l'inverse. Et ça, Oui, il peut le d'un point de généraliser vue à toutes. local. Par ailleurs, Non, 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 mais ça s'applique pas à d'ailleurs, l'ensemble. je tiens à donner un argument aussi de Hegel. C'est-à-dire que Hegel, il n'utilise pas ce principe donc de dépassement dialectique seulement avec les propositions. Il fait ça dans le cadre de la physique. Il fait ça vraiment avec tout. Il pense Oui, même que les pas de lois de la problème. nature sont régies par ce principe. Donc Pas de c'est vraiment problème. lance. C'est de la localité, Attends. hein, les lois de la physique. Ah, merci. Attends. Donc, sauf que là, en fait, pour lui, l'ensemble de la réalité est régi par ce principe de toujours dépasser les contradictions. Oh, je Et donc, soupçonne que c'est et l'ensemble donc, de la réalité physique pour lui, pas de la réalité dans euh, son ensemble, y compris les non, structures la logiques. réalité dans son ensemble, ça peut être même avec la logique, ça c'est avec tout en fait. Pour lui, c'est une loi universelle, si tu veux. Et même, imaginons que ce soit même pas le cas pour Hegel. Mais on s'en fiche là, parce que là, je te propose Moi, une je m'en fiche expérience de d'Hegel, ouais, pensée en vrai. Je que t'es voudrais pas parler capable avec de Attard. Hein. discriminer. Ouais. Ouais, non, mais moi je te présente un argument qu'on pourrait rattacher à Hegel. Hein, c'est pas, voilà. Donc là, en fait, t'es pas capable de discriminer cette hypothèse. Tu vois. Donc c'est Il me très semble que je l'ai problématique fait. pour le Hein. TTMU. Il me semble que je l'ai fait. Bah non, tu l'as pas fait là. Là, t'es pas capable de J'ai montrer que la expliqué en quoi réalité Hegel avait n'est pas raison en. et en même temps tort en plus. Il y a un petit paradoxe là, mais en fait, il est explicable par le fait qu'il y a une différence entre les lois locales, expérimentables de façon subjective, et les Mais lois globales. Et cette différence, oui, Hegel peut tout à fait pour Hegel, décider. c'est objectif. Tout est objectif. Là, la réalité dynamique, c'est objectif. Bah, c'est bien pour lui, ouais, ok. Ok. Comment tu réfutes ça, s'il te plaît? Parce que c'est ça, hein, mon argument depuis tout à l'heure. Hein. C'est Mais comment tu j'ai réfutes une hypothèse qui s'oppose totalement à la tienne. Est-ce que tu es capable de le faire? Donc, C'est la question. l'hypothèse, vas-y, résume-la de façon objective, la réalité. Oh, bon. La Ah bah réalité, désolé, j'essaie que ce soit clair. pas de souci. La réalité, comment dire? Tu as deux propositions. Ok.
Et il va y avoir un dépassement dialectique. Ces deux propositions, elles se contredisent entre elles. D'accord. Donc il va y avoir plus qu'une seule proposition. Bon, je suis désolé, Si, je t'arrête. Non, 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 non. Quand tu dis il y a ah deux mais si, propositions, non, ouais, non, c'est vas-y, important. Quand tu dis vas-y, il je y t'en a prie. deux propositions, tu ne parles plus de la réalité. C'est clair? Deux Ah, la réalité, elle n'est pas propositions, constituée de propositions. si, de toutes les propositions. Si tu fais une affirmation sur la réalité, elle doit concerner toutes les propositions. Si tu Mais choisis pour ta démonstration seulement deux propositions, c'est un tu es à sophisme, un là. niveau local. Sans vouloir, je t'aime bien, Dave, et là, ça te fait pas honneur, là, tu fais un sophisme. C'est-à-dire que moi, je t'ai dit que Hegel utilise cet argument à propos de tout, pas seulement à propos des propositions, à propos de Il a la physique, tort. à propos de la réalité elle-même. Mais j'ai compris qu'il a tort selon toi, mais moi j'aimerais que tu me montres pourquoi il a Je tort, t'ai expliqué là. en fait. C'est-à-dire que Mais si non, tu mais veux c'est pas décrire la réalité, l'argument local de dire non, mais en fait c'est seulement les propositions. j'essaie d'expliquer. C'est pas un J'essaie argument qui fonctionne parce Et qu'il mec, dit ça à si je peux te propos de la proposer ça. réalité même. Au pire, J'essaie Dave, si tu d'expliquer. veux, reformule l'argument, confirme avec 14 si c'est bien l'argument, essaie de réfuter, puis par la suite, si tu veux à ce qui est le spinozisme, ou sinon, si tu veux pas, c'est correct aussi. Mais c'est juste pour dire Alors, parce qu'il reste plus beaucoup de temps j'ai pour pas le débat. entendu jusqu'au bout l'argument. Ce que j'ai entendu, Ok. c'est que pour formuler une expérience de pensée censée parler de la réalité, on décide arbitrairement de choisir deux propositions. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais, À c'est une partir du expérience de moment, pensée, quoi. à partir du moment que tu choisis uniquement deux propositions et tu vas évaluer leur interaction, leur relation, tu ne parles plus de la réalité objective. Tu parles d'un ensemble local de la réalité qui va concerner la relation seulement entre deux objets. Mais enfin, tu refais le même sophisme. Moi, je te prends l'exemple avec deux propositions parce que, bah, en fait, c'est juste une expérience de pensée, quoi. Il le dit à propos de toute la réalité, à propos d'une infinité de propositions, si tu veux. Tu peux même prendre une infinité de propositions avec. Tu peux prendre plein de propositions, tu peux prendre ce que tu veux, tu peux prendre la réalité elle-même, la réalité physique. Il va te dire la même chose, quoi. Propose-moi une expérience de Et, pensée où on parle de l'ensemble de toutes les propositions et on en discute. ok, l'ensemble de toutes les propositions. L'ensemble de toutes les propositions de façon subjective ou objective, du coup? Comme tu veux. Ok. Comment dire? Tu me demandes donc de montrer que l'ensemble de toutes les propositions est régi par un dépassement dialectique. Bah ça, il n'y a aucun problème, puisque Hegel n'est pas éternaliste. Donc cet ensemble de propositions, si tu veux, il tend à diminuer, parce que tu as une proposition qui contredit l'autre, et à chaque fois, eh bien, il y en a de moins en moins, du coup, parce qu'il y a de moins en moins de relations logiques. Et là, je pense vraiment avoir bien expliqué pour le coup. Parce que si forcément, tu as de moins en moins de contradictions, et que, par exemple, n'importe quelle proposition a une relation d'implication, une relation de conjonction, bah forcément, si tu as une diminution du nombre de propositions, tu as une diminution du nombre de relations. Donc forcément, je peux te faire le même raisonnement à propos de l'ensemble des propositions, à savoir que l'ensemble des propositions tend à diminuer sa cohérence interne, selon ce que tu définis comme cohérence, c'est-à-dire des relations logiques. L'ensemble de toutes les propositions tend à diminuer ces relations logiques. Et encore une fois, là, on retombe dans l'argument. Est-ce Et que, encore une attends, fois, une Dave, question. je vais pas, Attends, Dave, moi, je vais pause. pas te lâcher sur Quand ça. tu dis que Je ça veux une réduit, que la réponse. cohérence réduit, est-ce que tu es en train de dire que la réalité se dissout? Elle devient indiscernable? La réalité, comment ça, la réalité devient indiscernable? Elle se dissout dans sa propre structure? Si tu dis que la Et là, cohérence réduit, ça veut dire que sa structure devient de moins en moins identifiable? comment dire, en fait, tu as Pour moi, ça plusieurs n'a aucun théories sens. t'as plusieurs théories chez Hegel. Enfin bon, là, Et la je tiens tienne quand même là, à préciser. la tienne, c'est quoi? euh, mais attends, Dave, là, je suis en train de te présenter un argument d'un philosophe qui ne réfute pas le spinozisme, mais qui réfute le CTMU. Donc, oui, évidemment, je mobilise Hegel. Il n'y a aucun problème. Moi, je parle d'Hegel. Là. Donc, Hegel, en fait, on va dire que tu as plusieurs interprétations. Il y en a qui peuvent dire qu'en fait, on arrive à la fin à un état où tout est indiscernable. Voilà. Ça, c'est la conclusion Euh, d'Hegel? On arrive à une bouillie de la non, mais réalité qui n'est plus honnêtement, identifiable? honnêtement, je vais pas Je résumer suis pas sûr Hegel d'avoir en deux compris. minutes. Je suis pas sûr d'avoir compris. Ok. En gros, ce que je te disais, c'est qu'il y a plusieurs interprétations de Hegel. Tu peux avoir une interprétation qui aboutit à une sorte d'acosmisme, où tu n'as plus de distinction entre les choses, d'accord? Ou tu peux avoir une diminution des contradictions infinies. Ou tu peux avoir, comme dans l'interprétation marxiste, à la fin, t'as une société communiste, quoi. Bon, t'es Donc tu sympa as avec ton plein nuancier de d'interprétations. couleurs là, tu me choisis une des Vas-y, solutions et je tu me t'en prie. confrontes avec celle-ci. Par exemple, la Ok, deuxième, comme je l'ai fait pour avec moi, la elle est dernière fois ou compatible pas? avec le CTMU. La Ok. seconde, elle est compatible. C'est-à-dire qu'on a une Hmm. réduction locale des propositions Non, mais elle n'est pas et locale, là. Dans aucune des interprétations, elle est d'un locale. point de vue global, on a une perpétuation de ce langage, de cette opération.
Il n'y Non, a mais jamais il de n'y a fin. aucun monde, il n'y a aucune interprétation, il n'y a pas de réduction, où la réduction, elle est que locale. Hein. Bah, j'en sais rien, enfin, ça dépend de ta connaissance aussi, et des modèles théoriques que Non, tu mais décides écoute, d'étudier. écoute, Enfin, imagine que chez faut Hegel, il pas y a te ça. croire sur Moi, je m'en parole, là, fiche. hein. Non, mais on s'en fiche, c'est une expérience de pensée. Je te parle d'Hegel en tant qu'expérience de pensée. Mais Ouais, je là, on peut préférais très bien. Spinoza, hein, comme l'intitulé du débat, mais c'est pas grave. Ah bah c'est à toi d'attaquer le spinozisme. Hein. Moi, je t'attends sur le spinozisme à bras ouverts. Hein. Mais c'est justement, Euh, du coup, Dave, tu suis allé sur Spinoza. Ok. J'ai cité pendant ma présentation que dans le spinozisme, on n'avait pas de réelle liberté au niveau individuel, au niveau de l'expérience de l'être humain. En fait, l'être humain ne peut que comprendre les lois de la nature pour s'y conformer, pour rentrer en harmonie avec elles. Le CTMU, lui, a vraiment une vision qui s'y oppose, dans le sens où il y a une raison d'être à l'existence des êtres intelligents pour pouvoir contribuer, être co-créateur de cette structure de la réalité. Ce qui donne à chacun de nous, en fait, d'un point de vue moral, qui donne la nécessité impérieuse de contribuer à cette réalité, de poursuivre cette logique, si on le souhaite. Et je trouve que Spinoza, de ce point de vue-là, il n'a pas fait le boulot. Il s'est arrêté à mi-chemin. C'est-à-dire qu'il nous explique que l'homme ne peut que comprendre, c'est ça la liberté de l'homme, se conformer aux lois. Le CTMU ne dit pas que l'homme doit chercher à s'absoudre de la logique, au contraire. Mais il ajoute quelque chose de crucial, c'est que ouais. l'homme est un agent actif, contribuant. Et ça nous donne à tous une responsabilité face à la réalité. La Euh, responsabilité de nos actes. On n'est pas oula. juste des drones, tu vois, comme des machines qui devons suivre le programme, s'y soumettre. On est aussi co-créateurs de ce programme et nous-mêmes avons cette capacité de créer la réalité. Ok, d'accord. Je comprends ton argument, mais encore une fois, le problème, c'est que Spinoza ne dit pas ça. C'est-à-dire que tu as plusieurs interprétations de Spinoza. Tu as une interprétation qui est panthéiste, donc à savoir de dire que la substance, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, et tu as une interprétation qui est panenthéiste, c'est-à-dire que il y a la réalité qui est encastrée, qui est enroulée d'une certaine façon, encadrée par justement les attributs de Dieu, les attributs infinis de Dieu. Voilà. Moi, je souscris à l'interprétation panthéiste, savoir de dire que la substance, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Savoir que c'est un ensemble de modes. Dans le spinozisme, les modes, c'est simplement des expressions de la substance. Par exemple, ma télé, c'est un mode de la substance. Ma feuille de papier, c'est un mode de la substance. Moi, je suis un mode de la substance. N'importe quoi est un mode de la substance. Quoi. Et en fait, il faut savoir que si on enlève tous les modes de la substance, il n'y a plus de substance. Parce que la substance, c'est l'ensemble de tout ce qui existe. Et que l'ensemble de tout ce qui existe est comment dire, est compris par l'ensemble des modes. Et donc, évidemment que les humains, ils sont créateurs. Parce que les humains, c'est des modes qui appartiennent à la substance. Et c'est des modes qui produisent des effets. Et c'est pas pour rien. Parce que dans le spinozisme, comment on définit l'existence? On dit exister, c'est produire des effets. On définit comme ça ce qui existe, notamment le mode. Exister, c'est produire des effets. L'humain, il existe. Donc l'humain, il produit des effets. Pour autant, Spinoza, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, parce qu'en fait là tu confonds entre produire des effets et libre arbitre. Et en philosophie du libre arbitre, il distingue bien ça. Dans le spinozisme, on va dire que l'homme, évidemment, il n'est pas capable de s'auto-déterminer parce qu'il est soumis à des causes. Okay, c'est tout simplement le principe de raison suffisante. Chaque chose a une cause. D'accord. Donc dans le spinozisme, il y a simplement ça. L'humain, il est toujours déterminé par quelque chose d'autre. Mais pour autant, il participe à la réalité. Et pourquoi il participe à la réalité? Pourquoi il crée la réalité? Pourquoi il co-crée la réalité? Eh bien, tout simplement parce qu'il existe. Et que exister dans le spinozisme, bah, c'est produire des effets d'œuvre. Donc évidemment, l'humain, là, ce que tu dis, évidemment, dans le spinozisme, il n'y a pas de libre arbitre. Mais le problème, c'est que la définition que tu apportes du libre arbitre, c'est ni la définition du spinozisme, ni la définition dans les encyclopédies philosophiques, ni la définition de Stanford, ni la définition de l'encyclopédie philosophique française. Donc voilà. Alors moi, je vais préciser pour le libre arbitre qui, effectivement, si on s'en tient aux définitions académiques et à l'histoire de la philosophie, effectivement, ça pourrait être pris de travers dans le cadre du CTMU. Dans le cadre du CTMU, on a une liberté logique. Je pense que du coup, je suis ravi d'apprendre que Spinoza était sur les bons rails, dans ce sens-là, où, à travers un cadre déterministe, à savoir les règles de la réalité, les lois de la logique notamment, sont permises des degrés de liberté à l'échelle locale.
Et c'est tout le principe de cette évaluation cognitive. Là, on parlait des potentiels qui deviennent des points de la réalité après une évaluation. C'est bien l'existence de cette évaluation qui permet de démontrer ces degrés de liberté. Alors évidemment, on a des degrés de liberté C'est quoi la probabilistes. liberté, Dave? Les degrés de liberté? Non, c'est quoi? Comment tu définis liberté? Parce que bah, c'est ni la... là, j'ai l'impression que encore une fois, c'est ni la définition en philosophie, ni la définition de Spinoza. Donc c'est comment tu définis liberté? Ce serait la capacité à pouvoir produire une évaluation cognitive à partir d'un potentiel. Typiquement, le potentiel, ce serait A et B dans la cognition. La capacité à pouvoir sélectionner A ou B, de pouvoir le faire, c'est ça, le principe de liberté. Alors ça, effectivement, ça, en philosophie du libre arbitre, il y a un nom pour ça, c'est le principe d'hypothèse de sélection, non, oui, d'hypothèse alternative. Ça existe en philosophie du libre arbitre. J'en D'accord. suis ravi. Mais sauf que, encore une fois, chez Spinoza, c'est pas du tout ça la liberté. La liberté, c'est la capacité à s'autodéterminer. Donc en fait, là, ta critique que tu as fait, que tu as attribuée à Spinoza, effectivement, elle tombe à l'eau. Ah, mais j'en Parce suis que tu as une ravi, j'en suis définition. ravi. Ok, donc tu reconnais que ta critique tombe à l'eau. Bah, si tu veux, on Ah peut oui, passer à un autre je point suis du ravi spinozisme. d'apprendre que Spinoza est sur les mêmes rails que le CTMU là-dessus. J'en suis ravi. Bah écoute, j'en suis ravi aussi. Maintenant, après, on n'est pas obligé de Et reconnaître le cette principe histoire de de sélection téléologie, alternative. là j'ai l'impression que Spinoza n'était pas d'accord. Pour lui, Ouais. l'univers ou Dieu, ce qu'il appelle Dieu en sa substance, n'a pas de but en fait. Est-ce que tu pourrais me réexpliquer ça? Alors, en fait, la substance, c'est une puissance d'exister infinie. Donc, et là, justement, là, c'est intéressant parce que je peux lier ça à la scolastique. Dans la scolastique, tu as ce qu'on appelle l'acte pur. Donc, l'acte pur, c'est le fait de dire que Dieu n'évolue pas. Parce que sinon, il y aurait des contradictions. On va dire que Dieu, il est en mouvement. Alors qu'il y a des moments, il y a, par exemple, à 16h, il a telle connaissance, et à 20h, il s'emplit de connaissances, Dieu. Mais non. Bah, ça, en Qui ferait fait. ça? Qui ferait ça, Attar? Alors qu'on Attends, a attends, dit que Dieu, lui, il a attends, un c'est point de important. vue objectif. Attends, c'est important, c'est important. Hmm. En fait, et ce qui est intéressant, c'est que Spinoza, il s'inspire de la scolastique, notamment de Duns Scott. Et en fait, lui, il va réutiliser l'argument de l'acte pur. Donc, l'acte pur, c'est le fait de dire que Dieu, il n'a pas de potentiel. Dieu, il est entièrement réalisé. Sinon, ça impliquerait qu'il soit en mouvement, que sa connaissance augmente, etc. Donc Dieu, c'est un acte pur. Voilà. Et Spinoza, il reprend ça pour dire que la substance, c'est un acte pur, qui a déjà réalisé toute sa puissance d'exister. C'est-à-dire que Et la quand tu dis réalité, déjà, l'ensemble des modes, je comprends c'est pas quand tu dis déjà. l'expression même de la substance. Et ce qui est important à comprendre dans le spinozisme, c'est qu'il n'y a pas de but au sens téléologique, mais qu'en fait, le mode, si tu préfères, c'est le miroir de la substance. Le mode, c'est la substance. Enfin, l'ensemble des modes, c'est la substance. Attends, Et est-ce que tu es donc, vas-y, d'accord? je serais Attends, ravi j'ai besoin de comprendre. de clarifier. Est-ce que tu es d'accord que la réalité possède cette capacité et l'applique de fonction de choix? Quoi? Hein? Est-ce que la réalité est dotée de cette capacité et est-ce qu'elle l'applique, la capacité de fonction de faire des choix? Est-ce Alors, que le la choix, réalité, selon quelle philosophie du libre arbitre? Selon A plutôt que B? voilà, celle que j'ai exprimée, oui. Ok. Alors, en fait, la réalité chez Spinoza, c'est l'expression de la substance, si tu préfères qu'on utilise réalité. Donc, en fait, l'expression de la substance, elle se fait pas vraiment selon ce que la substance a décidé, mais selon ce que la substance est. Et en fait, là, il y aurait une Et, sorte de problème de catégorie parce que, en fait, d'accord. l'omniscience de Dieu dans le spinozisme, ou la pensée de Dieu, c'est pas vraiment une pensée Mais cognitive ou pourquoi tu un distingues? espèce de Dieu. Pourquoi Je peux distinguer je peux là? ou pas, si tu veux une clarification, tu peux, mais Bah sinon. oui, je comprends pas. Comment tu fais pour distinguer fondamentalement? euh, Redis-moi là, cette capacité de faire un choix, c'est ce qu'elle est déjà, c'est ça que tu voulais dire? Non, mais si tu veux, il y a pas vraiment de choix. À la limite, dans la substance, on dit que la substance a une liberté, mais seulement au sens de l'autodétermination. Il n'y a pas de choix parce qu'il n'y a pas de moment où la substance décide de se manifester, parce qu'elle se manifeste de tout temps et de toute éternité. Donc elle n'a pas de sens, cette notion de choix. C'est pour ça que ce questionnement n'est pas forcément pertinent. Mais elle en a un pour les opérateurs cognitifs. Bien sûr qu'elle en a Mais un. opérateur cognitif, alors, défini, c'est quoi? C'est les relations logiques? Logique du premier ordre? Non, Logique modèle? C'est quoi? l'opérateur, c'est une structure qui, elle, a la capacité de produire cette opération cognitive. C'est quoi, L'opérateur, pardon?
l'opérateur cognitif, c'est cet agent identifiable, d'accord, qui a une structure, notamment cette capacité de boucle informationnelle, d'accord, capable d'évaluer Oh. ses propres états pour s'actualiser. Donc c'est ça un opérateur cognitif. On pourra dire par exemple que la particule, là, dans l'exemple de la mécanique quantique, la particule qu'on interroge à partir d'un potentiel et qui produit un point de la réalité, elle opère par là même une opération cognitive. C'est un opérateur cognitif. L'être humain, à travers le cerveau et la fonction cérébrale, lui aussi a cette fonction de boucle informationnelle dans laquelle il va pouvoir évaluer ses états internes, les conjuguer à une perception, donc les états externes, et pouvoir produire une réponse lorsqu'il s'interroge. La structure de la substance, c'est la réalité. Il n'y a aucun moment où la substance se pose la question, dire ah ouais, tiens, j'existe. Tout ce qu'on sait sur la substance, ok. Comme la substance, c'est l'ensemble de tout ce qui existe, on sait juste que la substance est non pas autoréflexive, parce que On autoréflexif, s'arrête là. ça C'est veut pas juste dire ça grand-chose. et on s'arrête La là. substance est réflexive. Non, parce que la substance, elle est aussi omnisciente. On peut aussi dire qu'elle est omnipotente. Et c'est pas pour autant qu'elle formule Potente de de quoi? façon consciente au sens humain. Je précise consciente au sens humain. Pas pour autant qu'elle formule des propositions conscientes au sens humain. Vas-y, je t'en prie, pose ta question. Pourtant, on a dit que l'univers, c'était l'ensemble de toutes les propositions. Oui, parce que La justement, réalité et ça, produit des propositions. on y vient. Alors non, parce que la réalité, c'est les propositions. C'est là, il faut que tu comprennes Oui, aussi, mais elle les l'enjeu du produit. spinozisme. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Non, mais ça va me pouvoir me permettre d'expliquer un point fondamental du spinozisme, savoir le parallélisme. Donc, dans le spinozisme, on a une infinité d'attributs, théoriquement. Bon, il y a des gens qui le rejettent parce que le spinozisme, pas quelque chose de dogmatique, etc. Ça veut dire quoi, une infinité En gros, une infinité d'attributs, c'est pas important pour le cadre de mon argument là. Mais ça Bah veut ouais, mais savoir, je voudrais comprendre quand même. que comment dire, l'attribut c'est défini comme ce qui comment dire, c'est ce qui constitue l'essence de la substance. L'attribut, c'est comme ça que Spinoza le définit. L'essence. Et comme la substance, elle est infiniment expressive, elle s'exprime de façon infiniment diverse, eh bien, elle s'exprime à travers une infinité d'attributs. Bon, Et globalement, c'est comment elle ça. s'exprime? Mais c'est Comment elle pas s'exprime? important pour Il le. y a un langage Mais quand même. là, en fait, Dave, Il faut bien un on dirait langage. les. En fait, là, tu poses plein de questions. Je peux pas répondre à toutes les questions en même temps. Si tu veux, tu veux, si tu les poses de façon Il faut que je te distincte, je laisse du pourrais temps, répondre à vas-y. toutes. Vas-y, je te laisse du temps, vas-y. Ouais, bah, je suis obligé. Donc, attends, on était à où du coup? Oui, les attributs. Donc, le parallélisme par rapport aux propositions. Il y a deux attributs auxquels on a accès, la pensée et l'étendue. Donc, la pensée, c'est les propositions. Donc, on pourrait dire que la pensée, c'est l'ensemble de toutes les propositions, et l'étendue, c'est l'ensemble de tous les objets physiques. Dès qu'il y a un objet physique, il y a une proposition. Il y a une proposition qui correspond à cet objet physique. Dès qu'il y a un objet physique, il y a une proposition qui correspond à cet objet physique. Et inversement, enfin parallèlement, quoi. Et ça, c'est le parallélisme. C'est-à-dire que tu as un parallèle entre les propositions, entre l'ensemble de toutes les propositions, et l'ensemble des objets physiques, de l'étendue. Est-ce que Et tu par as tort? ailleurs, le CTMU qui vante un peu ses vertus logiques, je vais faire un peu une analogie ensembliste. Si tu préfères, il y a une bijection entre l'étendue et la pensée chez Spinoza. Donc là, normalement, toi, tu dois comprendre. Non seulement je comprends, mais c'est fondamental Ouais. dans le CTMU. C'est-à-dire qu'on a une substance, du coup, qui est distribuée, invariante, et qui constitue justement l'élément de cohésion entre tout ce qui constitue l'identité de la réalité et son contenu. Donc effectivement, je suis d'accord. En tout point de la réalité, quel que soit l'objet identifiable, celui-ci est Ok. nécessairement structuré par les lois englobantes de la réalité. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que là, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure, tu fais des critiques du spinozisme, et au final, on voit que le spinozisme, en fait, dit les mêmes choses que le CTMU, Mais c'est et très que... bien, c'est très bien. Attends. Et que finalement, bon, après, le CTMU a quelques défauts, comme je l'ai montré tout à l'heure, mais finalement, le CTMU et le spinozisme, finalement, vantent les mêmes hypothèses, à la seule différence que le CTMU a aucune pénétration dans le monde académique, n'a pas de contribution scientifique, est dogmatique. Par ailleurs, là, comme c'est la fin du débat, j'en profite pour en parler. Il y a un site, ça m'a fait penser beaucoup au site théiste qui parle du christianisme et de l'islam, un CTMU Objection et Réponse. Ça m'a fait beaucoup penser à ça par rapport au caractère dogmatique du CTMU. Il y a aussi les contributions scientifiques du spinozisme. Notamment chez Damasio, tu as des contributions en neurosciences. Tu as une pénétration dans le monde académique du spinozisme. Alors, notamment Spinoza transatlantique. Tu as des Américains qui ont fait des interprétations en philosophie analytique de Spinoza. Donc Spinoza, il est très actif. Et finalement, si Spinoza on qui est voit... enseigné dans Att- toutes les Attends, universités et qui attends, on existe voit... depuis plusieurs siècles. Attends, s'il te plaît.
Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, Dave, bon, en dehors du fait qu'on a vu qu'il y avait des problèmes logiques dans le CTMU, Ah, j'ai pas compris on les voit trucs, je suis que désolé. si le CTMU et le spinozisme disent la même chose, même dans le cas où ça dit Sur ces exactement la points-là, même chose ah, et attention, que ça a sur ces points-là. exactement la même puissance, bah en fait, on devrait privilégier finalement le spinozisme, puisque le spinozisme permet de se connecter à la communauté scientifique, permet de communiquer avec celle-ci. Et ça, enfin, il y a déjà la force Ok, je logique vais du te répondre, spinozisme qui, attends. selon moi, est plus forte que le CTMU. Je vais te Mais là, il y a répondre, une attends. force scientifique qui est infiniment supérieure dans le spinozisme. Mais vas-y, je t'en prie. Alors, d'une part, Spinoza, si je puis dire, bénéficie d'une ancestralité et d'une avance en termes de siècles assez phénoménale. Il est aussi enseigné dans la plupart des cursus de philosophie, etc. Donc, faire le reproche à une théorie qui a commencé à être développée que depuis la fin des années 80 et qui est encore en cours de formalisation dans les différents langages logiques où ils pourront être utiles, Mais bah ok, je vais assumer que oui, le spinozisme imprègne bien plus, infiniment plus, si tu veux, les mondes académiques, les différentes branches de ouais, mais l'académie, que le CTMU. La belle euh, affaire, je te rappelle que certaines théories, certains modèles ont même parfois pu être ignorés pendant un long moment, jusqu'à trouver leur pertinence au moment où il convient. Moi, j'ai pas de doute que le euh, CTMU, non seulement dès aujourd'hui, inspire déjà des chercheurs, je le sais de source sûre, puisqu'il y a en réalité déjà quelques publications qui s'appuient sur les travaux du CTMU, mais j'ai pas de doute pour l'avenir. Disons que comparons ce qui est comparable entre un philosophe qui a marqué un tournant de la philosophie dans le monde à une période reculée de l'histoire et qui depuis a eu effectivement la possibilité d'être enseigné, manipulé mentalement par un tas de contributeurs jusqu'à être dépassé, peut-être jusqu'à être réparé dans ses inconsistances pour revenir à quelque chose de plus réviser, cohérent ouais. avec une théorie du tout efficace. Dans ce cas-là, GG, bravo les gars d'avoir Bah, su merci. actualiser le spinozisme pour lui donner beaucoup plus de consistance avec les évaluations contemporaines, notamment, je sais pas, la théorie de l'information, etc. Le CTMU, lui, ne prétend pas tout réinventer, il s'appuie sur des fondamentaux déjà existants. Il ne Mais vient pas Dave, renier, par exemple, le domaine de la cybernétique, de la logique, etc. Il vient apporter un cadre différent et innovant. oui, la différence entre le CTMU et le spinozisme, c'est que le spinozisme, c'est pas une théorie du tout, c'est un ensemble de théories du tout. Pas, tandis que le Comment? CTMU, c'est une théorie du tout. Et Qu'est-ce en que fait, tu as cet dit? avantage qu'a le spinozisme, pardon, Attends, j'ai pas compris. Des théories du tout? Tu c'est-à-dire que l'emploies c'est au pluriel? c'est-à-dire que le spinozisme, Je suis c'est un choqué. ensemble de. Mais non, mais c'est-à-dire que dans le Mais si, je spinozisme, suis tu as choqué, différents. Attar. Attends, Des attends, théories s'il te du tout? plaît. Mais non, mais Dave, s'il te plaît. Bah, je sais pas, explique-moi. Dave, Une théorie du tout, c'est censé bah être oui, mais la justement, j'allais réalité. expliquer. Mais Et oui, non, on mais est oui, censé travailler mais non, mais à là, en avoir plusieurs, je comprends pas. T'es plus intelligent que ça, là. Là, quand je te Je dis sais pas, je que me rappelle plus. c'est des théories du tout, quand je te dis que le spinozisme, c'est un ensemble de théories du tout, je te dis pas que c'est des théories du Ah, tout je dans la comprends théorie mieux alors. métaphysique. Je comprends Je te mieux. dis seulement qu'il y a des interprétations panthéistes et des interprétations panenthéistes, et que dans le spinozisme, il y a une certaine lâcheté. Le système est assez lâche pour pouvoir se réviser continuellement et s'actualiser par rapport aux connaissances scientifiques. Est-ce qu'une Et ça, le théorie CTM risque de n'est gagner, pas Attar? Est-ce le qu'une théorie CTMU. risque de gagner Et par rapport aux autres? oh là là, mais attends, s'il te plaît, Dov. Euh, et ça, en fait, c'est pas le cas du CTMU, parce que le CTMU, c'est une théorie dogmatique. C'est tellement dogmatique qu'il y a un CTMU objection et réponse. Oui, C'est c'est tellement dogmatique qu'une dogmatique. tautologie soit une tautologie, Attar? Est-ce que ça, c'est dogmatique? Non, attention, une super tautologie. Oui, est-ce qu'une tautologie, déjà, de base, le principe d'une tautologie, est-ce que c'est dogmatique? Si tu dis que si tu crois pas, t'es dans le faux et qu'il n'y a aucune autre option et que vraiment c'est la seule théorie cohérente et que t'acceptes pas les autres théories qui peuvent aussi être cohérentes, ouais. Non, Mais la du coup, nature d'une attends, tautologie. La Dave, Dave, nature d'une Dave, tautologie. Dave, tu comprends Attends, que. attends. Bah ouais, Si mais je j'ai pas si presque je pas pu parler définis là. Je suis si je triste là. définis une tautologie comme étant une proposition vraie par elle-même, d'accord? C'est pas ça. Une tautologie, c'est une formule vraie dans toute interprétation du langage. Dans toute C'est ça, interprétation en du logique du langage. premier ordre, c'est ça. C'est une formule vraie dans toute interprétation du langage. Elle est vraie par ses propres termes, on est d'accord? Si tu veux. Bon, allez, si tu veux. On va pas chipoter sur la logique. D'accord. Est-ce que considérer ça comme une vérité, une proposition vraie, que la tautologie, elle est vraie par elle-même, par ses propres termes, est-ce que ça, c'est dogmatique selon toi? Non mais, non mais attends, C'est Dave, une vraie question, oui ou non? t'es au courant qu'on pourrait dire que dans la mesure où le spinozisme c'est quelque chose de purement analytique, ok,
et que dans ce cas, il y a déjà tout qui est contenu dans la substance, il n'y a pas de choses, il n'y a pas de connaissances synthétiques, c'est-à-dire de connaissances qui viennent se surajouter. En fait, il y a déjà ce principe tautologique dans le spinozisme. Donc tu comprends bien que c'est pas par rapport à cette Non, tautologie mais que je dis que attends, s'il te plaît, Dave, que je dis que le CTMU est dogmatique. Donc là, c'est pas pertinent de dire ça. Moi, en fait, je dis que le CTMU est dogmatique parce que j'ai donné toutes les raisons. Parce qu'il y a un site CTMU Objection et Réponse, il n'y a aucune contribution scientifique. L'auteur du CTMU, c'est un espèce de prophète à 300 de QI. oui, ça, Et ça a un et la grand rapport différence, avec le contenu de la et la théorie, disons, hein. différence, non, mais le contenu de la théorie, Les j'y suis pages passé. Là, je suis en train. internet, la Attends, mais personnalité d'un Dave, homme. oh là là, Dave, pitié, s'il te plaît, Dave. Ce que je suis en train de te dire, c'est que la forme est très importante. Pourquoi la forme est très importante? Parce que sur le fond, le spinozisme et le CTMU se ressemblent, même si on peut apporter beaucoup de critiques au CTMU, comme je te l'ai montré. Mais ça se ressemble. Donc il faut aussi Oui, on discriminer peut par la tenter, forme. oui. Et sur la forme, moi, je vois deux choses. Je vois Spinoza qui a réfuté Leibniz, et je vois le CTMU qui finalement a percé grâce à une émission américaine équivalente aux 12 coups de midi. Et finalement, sa seule contribution scientifique, c'est quoi? C'est la flexibilité c'est la flexibilité architecturale des tours jumelles. C'est ça la contribution scientifique du CTM. Non, je pense qu'aujourd'hui, aucune théorie du Vas-y, tout je t'en prie. ne propose de s'appuyer en premier lieu, de façon irréfragable, sur une supertautologie. Je vais juste clarifier pour les auditeurs. Une tautologie, c'est donc une proposition vraie par elle-même. Super, ouais. Et pour démarrer une théorie du tout, et pas des théories du tout, ça n'a aucun sens, ça, cette histoire de plusieurs théories du tout. On peut les évaluer, mais à la fin, comme dans Highlander, Oui. il ne peut en rester qu'une. Et Donc, effectivement, je suis d'accord. celle-ci, pour démarrer sur une fondation solide, irréfragable, logique, il faut démarrer d'une tautologie. Je En suis tant que totalement d'accord. Et Et ce cadre, spinozisme, quand je t'en ce prie. cadre tautologique décrit la réalité, dans ce cas uniquement, on parle de super-tautologie. Mais, Puisque rien ne peut être en dehors. Si c'est la réalité, il n'y a rien en dehors. Voilà. bah ouais, c'est exactement ce que dit la substance. Il n'y a rien en dehors de la substance. Sauf que C'est la exactement ce que substance dit ne Spinoza. décrit pas le comment. Moi, je te parle de Mais non, traitement mais ça. cognitif, c'est-à-dire Mais non, mais elle le un fait, ça aussi. système capable de s'actualiser de façon dynamique, qui Mais nous non, mais explique d'une part, je vais finir là-dessus, qui nous explique d'une part pourquoi l'univers il est comme il est, pourquoi il se structure de la façon dont il est, mais de plus, et peut-être que Spinoza du coup aura eu un éclair de génie là-dessus, il faudra m'informer, donner à l'être humain un sens à l'existence, à savoir sa place euh, dans cette réalité. En quoi il est lui-même une extension de la réalité, bien sûr, un il donne agent un sens. évaluateur, co-créateur, etc. Et je suis Il donne ravi un d'apprendre s- ce soir, grâce à toi, que Spinoza était déjà sur les bons rails, même si, comme tu m'as dit, il faisait coexister plusieurs théories de la réalité. Et donc, c'est pas une réponse Mais finale. non, mais c'est pas Spinoza, c'est les interprétations de Spinoza, c'est ce que je t'ai dit. Ah, Et donc lui encore n'a une pas du fois, tout de théorie du tout à mais si, il proposer. a une théorie du tout, mais si tu veux, c'est comme quand on interprète un philosophe. Il y a plusieurs théories sur un philosophe. Tu as plusieurs théories sur Leibniz, tu as plusieurs théories sur Berkeley, tu as plusieurs théories sur Kant. C'est pas pour autant que ces philosophes, ils ont défendu plusieurs théories contradictoires. C'est pas ça. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a deux théories du tout, ok, dans l'interprétation, qu'il n'y a pas une unité dans la théorie. Okay, c'est pas parce qu'il y a deux tours jumelles que finalement on peut pas considérer que c'est un seul immeuble. Bah voilà, là c'est pareil, que c'est un seul bâtiment. Là c'est pareil. Donc je sais pas, là il est quelle heure Et 27. euh, Il resterait 3 minutes. hmm, Une Bah position. écoute, Je sais pas si vous voulez conclure un petit peu plus, mais non ça mais va être bien comme conclusion. Mais ouais. Dave, je vois que si tu as envie de faire encore des critiques au spinozisme, j'y répondrai, mais vraiment avec plaisir, hein. Moi, si tu te nourris du système spinoziste plus tard pour affiner ton système et tout ça, voilà, hein, tu peux continuer d'adhérer au CTMU en le révisant et en abandonnant sa vision dogmatique, en faisant ça, Bon, pourrait t'inspirer je du vais spinozisme. accepter qu'un seul dogme, ok, c'est Allez. dogmatique. En un seul point, c'est le principe de réalité, qui Mais non, stipule mais que tout ce qui Spinoza dit existe, pas l'inverse. l'ensemble réalité, c'est l'ensemble des objets du réel. Et ce qui est réel, c'est Mais ce qui est cohérent, de façon logique, exhaustif, donc la réalité, elle est exhaustive, hein, elle couvre l'ensemble, et consistante, donc ça j'ai déjà parlé, et fermante, c'est-à-dire que d'une façon ou d'une autre, tout doit trouver une explication, d'accord. C'est c'est une nécessité de la réalité parce qu'elle poursuit justement sa propre évaluation logique, et afin d'évaluer ce qu'elle n'est pas, et on pourra, dans des espaces localisés,
pouvoir voir se former des contradictions, des propositions paradoxales, mais qui jamais ne viendront dissoudre l'ensemble de la réalité, puisque à un niveau global, on a une loi qui se distribue, la loi de Dieu, quoi. Ok, bah écoute, sache que j'ai noté 5 choses de tout ce que tu as dit, et parmi ces 5 choses, il n'y en a aucune qui contredit le spinozisme. Donc, Ah, j'en suis écoute, je te ravi. félicite. Spinoza et le CTMU, même combat alors. Sauf que je sais Ouais, pas même pourquoi combat, tu as ouais. l'air de dire qu'on peut encore interpréter Spinoza. Ça signifie pour moi que c'est pas une réponse finale, finalement. Elle permet à d'autres théories du tout de s'articuler à elle. Et dans ce cadre-là, je pense que le CTMU, lui, va plus loin, évidemment. Il va poursuivre la Ouais, description de mais la il va. structure. Je finis là-dessus. Il va Ouais, poursuivre la description de la réalité dans sa mécanique. Comment cela ouais, fonctionne? De quelle ouais, façon? mais le Et encore une CTMU fois, va tellement loin qu'il a aucune il y a des contribution extensions scientifique. philosophiques humaines. Ouais, mais il a aucune contribution Ouais. scientifique, du coup. Il va tellement loin qu'il a aucune contribution C'est pas une scientifique, théorie scientifique. aucune contribution Et alors, philosophique. Mais alors, le spinozisme et non alors plus, si, pourtant, hein, il a des le contributions en passage. neurosciences. Mais c'est Les mecs, on est super vraiment à la fin du important. débat. Je peux vous Ouais, laisser vas-y, 2 minutes pique. chaque pour conclure, Désolé. mais en théorie, c'est vraiment la fin du débat, là. Ok, Ça vous désolé. C'est va? le moment des conclusions, ça? Vas-y. Ouais, c'est bien. Au pire, si vous voulez conclure rapidement, disons, parce qu'il est vraiment, il est presque 30. Ouais, comme, mais disons très rapidement, si vous pouvez. Tu veux commencer à tort? Non, je t'en prie, Dave. Bah, on a fait l'alterne, si tu veux bien. Ok, non, je comprends, t'inquiète, pas de souci. Ah, puis Euh, attends, juste pour les votes, n'oubliez pas d'envoyer à Boros en privé. Puis je pense que les 0.5, 1.5, non, excuse, les 0.5 et les 1 ainsi que les 5 doivent être justifiés. Donc, ouais, pas sur l'éloquence ainsi que sur les arguments. ok. Allez, vas-y, attends, tu peux conclure après, ensuite Dave, ensuite Frédéric. Alors, déjà, de 1, bon, je vais essayer d'aller rapidement. Bon, j'ai montré que le CTMU sur 2 plans, avec 2 expériences de pensée, avec une expérience de pensée d'une réalité qui devient moins cohérente, et avec l'expérience de pensée d'une réalité qui diminue ses relations logiques, donc avec l'expérience de pensée de Hegel, que le CTMU n'est pas capable de discriminer certaines hypothèses métaphysiques, ce qui l'affaiblit considérablement. Ensuite, Dave a attaqué le spinozisme. Finalement, toutes ces critiques sur le spinozisme ont révélé parfois qu'il utilisait des définitions qui ne sont pas celles qu'on utilise en philosophie, ou encore que les critiques qu'il faisait n'allaient pas contre le spinozisme, ou tout simplement qu'elles ne fonctionnaient pas. Ensuite, on est allé sur la forme du CTMU, et dans la mesure où on a vu que le CTMU sur le fond ressemble sur beaucoup de points au spinozisme, j'en ai conclu que s'il y a une théorie à discriminer, bon déjà pour moi sur le plan métaphysique on peut privilégier le spinozisme, mais rien que sur le plan de la forme, sur le plan du format, le spinozisme est à privilégier. Pourquoi le spinozisme est à privilégier? Le spinozisme a un avantage, le spinozisme n'est pas dogmatique, parce que le spinozisme a plusieurs théories du tout, plusieurs interprétations. Le spinozisme a des contributions scientifiques. J'ai cité Damasio, où il y a une contribution scientifique de Spinoza en neurosciences. Ça ne s'arrête pas à lui d'ailleurs. Et on a aussi le fait que ça a une contribution en philosophie. Je pense que c'est assez pour en fait dire que pourquoi on doit préférer le spinozisme. Le spinozisme, eh bien finalement, a une plus grande force métaphysique. Et enfin, le spinozisme a une plus grande force dans la pénétration du monde académique, dans la pénétration du monde scientifique. Et enfin, tout simplement, plus grande force globale, quoi. Donc, je remercie Adav pour son débat, et pour notre débat d'ailleurs. Donc, voilà, je remercie Dav et je le laisse conclure. Merci beaucoup, Atar. Tu es là. Très bien, donc, mesdames, messieurs, on a exploré là 2 visions profondes de la réalité, avec des réponses subtilement différentes aux questions de notre existence, notre place dans l'univers. Le spinozisme a des atouts, il nous a rappelé la beauté, la force de l'ordre naturel, un univers unifié, là-dessus il a bien raison, régi par des lois immuables où chaque élément, y compris les hommes, trouve leur place dans une harmonie qui préexiste. Mais d'un autre côté, le CTMU, il nous propose une vision plus audacieuse. La réalité devient une structure vivante, consciente et autoréflexive, et où l'intelligence humaine participe activement à la formation de l'univers. Et cette vision nous invite à ne pas être de simples témoins passifs, mais à comprendre que chacun de nous a le potentiel de co-créer la réalité. Peut-être qu'on n'aura pas eu toutes les réponses aujourd'hui, et c'est normal. Mais ce débat, il nous rappelle quelque chose de fondamental. Nous, en tant qu'êtres humains, possédons une force unique. Nous sommes doués de conscience, de créativité, de volonté.
Nous avons la capacité de comprendre les lois de l'univers et de les utiliser pour bâtir un avenir meilleur. Ainsi, je vous invite à considérer que notre rôle est peut-être de continuer cette co-création, non pas en opposition avec la nature, mais en contribuant activement à un monde plus harmonieux et plus juste. Et dans cette quête, nous pouvons, chacun à notre niveau, œuvrer pour faire avancer non seulement notre compréhension de l'univers, mais aussi toute l'humanité. Merci à tous pour votre attention, et j'espère que ce dialogue sera une source d'inspiration pour les actions et les réflexions de demain. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à toi, Dave. Merci à toi, Atar. Du coup, ouais. Je ne sais pas si tu voulais monter pour dire quelque chose, Boros, ou est-ce que je passe à la FAQ directement? Ouais, félicitations à Attar et Dave pour leur match, en tout cas, c'était génial. Merci à Pic donc, pour l'arbitrage. Et oui, on peut passer une fois aux questions. Donc, si c'est OK pour Dave et Attar, on donne un petit quart d'heure. Voilà, vous montez un par un pour ceux qui souhaitent poser des questions directement. Faites pas monter Monos, juste sinon je suis d'accord. Voilà, donc ceux qui souhaitent monter, poser des questions, vous levez la main et Pic pourra vous faire monter. Ouais. Voilà, je vous dis à tout de suite. Anatic Moi, je termine les votes. vas-y, Je renvoie le modèle dans le chat encore une fois, parce que là, il y a beaucoup de votes ce soir. Je vous renvoie le modèle dans le chat pour ceux qui ont oublié. Et ensuite, je suis complètement absent parce que je dois bosser le truc. Donc, à tout de suite, les gars. Tout de suite. Je fais en mention que si jamais il y a des arguments envers Dave ou Attar, etc., je fais en mention que ceux-ci ne devraient pas être évalués pour la note pour Dave ou Attar. Je fais en mention. C'est seulement pour votre plaisir, pour ainsi dire. C'est pas évalué. Du coup, ouais, tu peux montrer? Attends, il y a un bug, je crois ils peuvent pas monter. Personne ne peut monter. What? OK. Je vais faire un test. Est-ce que je peux... Juste... Ouais, effectivement, je ne... Invité à parler. Au pire, écrivez dans le chat si vous voulez monter. Je peux... En fait, si je comprends bien, est-ce que vous pouvez pas demander de prendre la parole? C'est bien cela? On ne peut pas. Lever la main, mais je peux écrivez dans le chat et je vais monter. Puis je vais prendre. Vas-y, je suis un peu malade. Montre-moi, je détruis Attar. Ok, mais je vais faire monter Vito. Vito, c'est pas... Ah merde, c'est filmé, je peux pas dire. Ah, Vito est là. Ouais, bonsoir. Salut Vito. Bonsoir. J'ai une question pour les deux, du coup. Parce qu'il me semble que dans les deux, en fait, la réalité ou la substance, en fait, elle a une forme de cognition ou de conscience. Je sais pas si... Après, peut-être, Attar, tu pourras expliquer la différence entre les deux s'il y en a une. Mais disons que, de manière générale, en sciences cognitives, ce qu'on appelle un système cognitif, c'est un système qui traite principalement des informations, des symboles logiques qui viennent de l'extérieur et qui les traite pour produire ensuite une sortie. Ça serait comme un algorithme en gros. Mais si la réalité est tout ce qui existe, d'où vient l'information? Enfin, et comment est-ce qu'on sait qu'elle opère des processus interprétatifs, qu'elle fait pas juste de la syntaxe et qu'elle fait de la sémantique? C'est pour qui là la question? On peut répondre bien indépendamment. C'est les deux. Moi j'aimerais la réponse de chacun. Donc l'un après l'autre. Tu veux commencer, Dave, ou... Vas-y, je te laisse commencer et je donne ma version. Ok. Tout simplement, à un moment dans le débat, par exemple, je parle d'une conscience de la substance, mais pas au sens humain. Je sais pas si tu as vu. En fait, pour moi, quand je dis que la substance est une conscience, c'est pas du tout au sens humain, c'est seulement dans le sens de dire que la substance, c'est l'ensemble de toutes les propositions. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça en fait. C'est tout simplement, c'est l'attribut de la pensée. Il n'y a pas de. Ok, donc c'est une notion de conscience qui est en fait c'est le même et la même étiquette sémantique enfin la même étiquette plutôt dans le langage, mais ça a un sens qui est totalement différent. Okay. Ouais. Et D'ailleurs, c'est pour ça que je parle pas souvent de conscience d'ailleurs. Enfin voilà. Ok, du coup la réponse du CTMU m'intéressera plus de savoir comment est-ce qu'on peut considérer que c'est vraiment un système cognitif qui traite de l'information, qui fait de la sémantique et tout. Alors, dans le CTMU, la cognition, elle est fondamentale. Et en fait, c'est parce qu'on a affaire à un monisme, une substance, d'ailleurs, mais celle-ci
on va la décrire avec l'intitulé infocognition. D'accord ? C'est un mot valise, infocognition, car c'est une substance qui a deux aspects. Il y a la partie contenu, les états, c'est l'information, d'accord ? Donc des éléments identifiables qui sont, eux, régis par des règles d'existence. Et la cognition. La cognition, c'est le traitement. L'infocognition, c'est une notion double dans laquelle la réalité, elle va traiter ses propres états avec ce processus donc, de délibération de fonction de choix. Mais ce faisant, le résultat qu'elle donne, ça va être un contenu qui est lui-même en mesure de pratiquer la même fonction. C'est-à-dire que les contenus produits, à leur tour, et on obtient comme ça une description stratifiée, d'accord ? On a des réalités qui produisent un contenu, et ces contenus vont eux-mêmes produire une surface de réalité qui va s'exprimer de façon cognitive à nouveau. Et dans ce cadre-là, on a parlé tout à l'heure de protocognition pour le monde de la microphysique. Nous, l'être humain, nous jouissons du modèle de la cognition humaine, avec les lois de la neurobiologie, des cognitions et de la perception. Quant à la réalité tout entière, elle jouirait d'une capacité de métacognition. C'est-à-dire une cognition qui produit la cognition de façon distribuée. Est-ce que ça clarifie ? Non, pas du tout, mais au moins j'ai une réponse. Au moins des mots ont été dits. Salut Monos. Salut. Ouais. Bah, si vous avez fini, déjà, je voulais féliciter Dave pour son débat. Thanks. Oh, pardon, j'ai le push to talk qui bug. Ça. Et ouais, du coup, la question, c'était... Alors, c'est une question qui est destinée à Dave, c'est surtout une remarque. C'est de dire que le spinozisme a quand même quelque chose en plus de non négligeable par rapport au CTMU, c'est qu'il est capable de fournir des propositions existentielles. Et c'est ce qui fait la grandeur du spinozisme, c'est qu'au-delà de son cadre théorique qui est très bien échafaudé, bah, il fait aussi un peu en guide vers la béatitude. Il propose vraiment des propositions existentielles qui sont très fortes, ce que fait pas forcément le CTMU. Donc est-ce que je me trompe ou est-ce que tu acceptes ça Non, Ah, ok. tu te trompes, Vas-y. et dans ma conclusion, je l'ai un peu esquissé. C'est-à-dire qu'on a cette réalité qui choisit sa propre existence, qui s'identifie elle-même, qui distribue ses propres lois vis-à-vis d'elle-même, et on peut, du point de vue subjectif de l'être humain, en déduire une morale. C'est-à-dire que la réalité, elle, jouit d'une morale objective qui lui est propre, et l'être Ouais. humain, en tant qu'observateur, peut identifier de façon intelligible cette morale, et peut, s'il le souhaite, c'est là où il y a une notion de choix, il peut s'y conformer, tenter de s'en rapprocher. Ok. Et alors, par exemple, ce serait quoi une proposition du CTMU pour accéder à la béatitude ? Qu'est-ce qu'il faudrait Alors, faire concrètement ? la catchphrase que j'avais déjà eu l'occasion de mentionner, c'est Ouais. « il est bon, moralement », voire il s'agit d'un impératif moral, donc il est bon de chercher à maximiser la capacité des individus à réaliser leur potentiel. Ok. Bon, là, pour Et le ça- coup, c'est vrai. C'est ça, du en copier-coller du spinozisme. Peut-être, en tout cas, moi je le dérive du principe de réalité à la base, Ok, de ok. la structure de la réalité. Et on en vient à une forme d'humanisme, en fait. On en dérive un humanisme, mais qui n'est pas un humanisme postulé, Oui. mais un humanisme dérivé, donc conclu à partir des lois de la réalité, de la structure de la réalité. Ouais. Alors, c'est pas en tas des charges, mais c'est exactement comme pour Spinoza, quoi. Mais ok, merci Dave. Merci, Manos. Est-ce que Aleph, tu voulais dire quelque chose? Oui, déjà, bravo, super débat. Merci. C'était sympathique à suivre, mais j'aimerais un peu vulgariser. Parce que je crois que ça c'est un peu plein aussi sur la compréhension, mais de manière vulgarisée, je vais d'abord poser la question à Deb pour qu'après, peut-être Attar va rebondir. Si j'entends bien, c'est je vais vulgariser comme ça, plus on a de vérités acquises et plus on peut toucher les suivantes. C'est-à-dire que les vérités qui sont dépendantes les unes des autres, on aura tendance à mieux les toucher. C'est correctement vulgarisé ? Par rapport à ce que j'ai dit, Par rapport à ce qu'il dit, comment l'exprimait Dave sur Tu peux répéter une seconde fois, s'il te plaît ? Alors, plus on va réussir à percevoir des vérités, et plus on va réussir plus tard, justement, à voir d'autres vérités qui sont dépendantes de celles-ci. À percevoir des strates un peu Oui, plus loin, plus éloignées de vérité. Potentiellement, oui, bien sûr. Voilà. Sur ce plan-là, moi je trouve que
ce que tu exprimais sur la vérité, la perception, le système du CTMU, il est très logique dans cette infinité de vérités de s'élargir. Alors il y avait une critique d'Attar, Sur la un peu réduction. sur le... Exactement. Mais Ouais. je trouve un peu perturbant puisque moi, j'ai pas saisi réellement le courant de pensée dans lequel il s'est installé. Il y a Ok. effectivement divers commentaires du spinozisme, mais j'ai pas réussi à percevoir où tu étais placé. Alors, on est arrivé à la fin où je sentais qu'il y allait y avoir des critiques. Toi, par rapport à la construction Euh, de la réalité de cet ensemble, où tu te places. ok. Je En fait, trouvais que c'était pas une idée effectivement, pour pouvoir vous finir ce débat. ouais. Moi, personnellement, je vous dis ouvertement, je trouvais que ça se valait. C'est plus pour ce petit point-là qui n'a pas été conclu à mon goût. Ok. Bon, déjà, oui, effectivement, il y a plusieurs interprétations dans le spinozisme, mais là, dans les points que m'a donné Dave, il y avait rien. Enfin, il y avait rien qui faisait que je rejetais une autre interprétation ou quoi dans les critiques qu'il apportait. Il y a aucune critique qui pouvait être apportée à une autre interprétation là pour le coup. Et par rapport à ce que tu dis, comment moi je considère, enfin comment dans le spinozisme on considère la réalité, ben on considère simplement que la réalité c'est la classe de tout ce qui existe et que cette classe de tout ce qui existe, elle n'est pas dynamique. Elle existe simplement de tout temps et de tout lieu parce qu'on est éternaliste. On considère que le passé existe et que le futur existe aussi. Et qu'il n'y a pas un moment où le futur n'existe pas. Donc nous, on va dire effectivement, la réalité peut être dynamique, mais quand on dit que la réalité est dynamique, on le dit que la réalité est dynamique de façon subjective. Par exemple, l'orientation spatio-temporelle, le fait qu'on imagine les choses du passé vers le futur, c'est quelque chose qui est purement subjectif et qui n'est pas propre à la substance, Là, on était d'accord si tu veux. là-dessus. Voilà. Donc sur ça, sur ça, ouais, moi c'est ce que je défends, c'est-à-dire que ma vision de la réalité, c'est que la réalité, c'est la classe de tout ce qui existe, et que la classe de tout ce qui existe, c'est l'ensemble le plus grand qui peut exister. C'est l'ensemble de tous les ensembles. Voilà. Et il n'y a rien, y a Après, vous rien en pouvez dehors. apporter les critiques que vous voulez, Et il y a rien en arbre dehors. seul et tout. Ouais, Je peux me permettre une dernière critique, comme ça, avant ouais, je t'en de prie. descendre. Généralement, c'est ce que moi je critique au CTMU, c'est d'être très vaste. C'est-à-dire, souvent, ceux qui interviennent, et là, ça m'a agréablement surpris, hein, de Dave, comment il a entrepris les choses, c'est de rester dans le flou. C'est-à-dire que là, ça s'opposait plutôt à une question sur la vérité, pour comprendre la réalité, à directement une conception de la réalité elle-même. C'est-à-dire que c'est la première fois où j'étais du côté du CTM, mais c'est qu'un sentiment. Est-ce que, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que la position de Dave, je l'ai trouvé très axée sur la vérité, exploiter la vérité pour percevoir la réalité. Et en opposition, là où j'aurais moins une critique, c'est est-ce qu'on peut partir de la réalité pour comprendre la vérité? C'est-à-dire essayer de définir un ensemble pour essayer un macrosystème pour Mais descendre à un microsystème. en fait, la réalité, c'est quoi? C'est la classe de tout ce qui existe. Toi, tu es en mode. Donc, en tant que tu es en mode, tu fais partie de cette classe de tout ce qui existe. Comme dans le spinozisme, chaque mode pense, ok? Donc, pense de façon différente, bien sûr. Eh bien, chaque mode est en mesure de conceptualiser la substance. Donc, évidemment, nous, ce qu'on fait, c'est que on part de la réalité en tant qu'on en est des modes, des personnes qui faisons partie de cet ensemble de tout ce qui existe, et on en arrive à dériver la substance. Pourquoi on arrive à dériver la substance? Eh bien, tout simplement parce qu'on est doué de penser, et en cela qu'on est doué de penser, on est capable de dériver un ensemble qui est la classe de tout ce qui existe. Et là-dessus, je Simplement vais ça. rejoindre Attar. Hein. À chaque fois que tu évalues une identité dans la réalité, tu as affaire à une évaluation cognitive, à un opérateur cognitif qui traite un potentiel pour afficher une réalité. Et chaque partie est effectivement un exemple de traitement. Ouais. C'est bon, merci Aleph. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question? Si vous voulez monter ou quoi, sinon je pourrais mettre fin à la FAQ. N'hésitez pas. Hein. Ok, du coup, ok, c'est bon, Féo, du coup, je pense qu'on va couper ça là. Tu peux couper l'enregistrement, s'il Il te reste plaît. une question à l'écrit. Oh, ok, ouais, du coup, Alors, elle m'est adressée, mais je propose qu'Attar puisse aussi y répondre, si tu veux bien. ouais, C'est pas de souci. Shuncho qui nous demande « Tous les potentiels font partie de la réalité ?» La réponse
elle est oui. Le fait même d'établir qu'un potentiel en est un, on ne peut le faire que par une estimation des relations logiques. Ou dans les relations logiques, qui font l'appartenance à la réalité, on va pouvoir estimer une potentialité. Dans ce sens-là, oui, tous les potentiels appartiennent à la réalité en tant que potentiel. C'est là où il ne faut pas confondre. À partir du moment où la réalité poursuit son traitement d'autocohérence, elle va faire s'effondrer les potentiels en éliminant les impossibles, les contradictions, les inconsistances, pour afficher un pixel sur l'écran, à savoir un point de réalité. Et on passe du potentiel au réel. Ok, bah moi la réponse que j'apporte, simplement que comme je suis éternaliste, et que traditionnellement ce qu'on dit en philosophie du temps, par exemple Baptiste Le Bihan il le dit dans Qu'est-ce que le temps, c'est qu'à partir du moment où il y a justement une théorie éternaliste, la théorie des potentialités, donc prenons plutôt Aristote, avec en acte, l'entéléchie, etc. Mais en fait, elle a plus vraiment de sens. Ça n'a pas de sens de penser qu'une chose va de A vers B, tout simplement parce que B existe déjà lorsque A existe. Voilà, puisqu'on est dans une théorie éternaliste. La seule façon de concilier une sorte de potentialité, ce serait de dire que l'existence d'une chose, l'existence, je sais pas, d'un arbre, implique le fait que ses feuilles vont tomber, et qu'il appartient analytiquement aux propriétés de l'arbre que ses feuilles vont tomber. Mais dire que l'arbre a le potentiel de faire tomber ses feuilles serait une erreur en ce sens que ce serait supposer une orientation spatio-temporelle objective du monde qui reste à démontrer. Donc non, moi je dirais pas qu'il y a une potentialité, mais par contre je dirais qu'on peut définir les choses analytiquement, qu'on peut définir des propriétés analytiques qui permettent ensuite de pouvoir tout prédire. Et finalement c'est ça l'objectif du spinozisme, c'est de pouvoir tout prédire avec des catégories qui sont définies analytiquement. C'est-à-dire qu'il appartient à la propriété de n'importe quel objet, par exemple de l'arbre, ses feuilles vont tomber, du feu, de générer des flammes, enfin de provoquer des incendies, l'humain, je sais pas, de pleurer, voilà, tout ça, ça appartient analytiquement aux objets considérés. Et l'intérêt du spinozisme, c'est de dresser ce portrait des modes, des objets, c'est de dresser analytiquement leurs propriétés pour pouvoir prédire la réalité et pour pouvoir la comprendre de façon adéquate et atteindre justement l'état de béatitude, le bonheur, c'est-à-dire atteindre les connaissances adéquates, c'est-à-dire les connaissances du troisième genre. C'est bon. Tout, ouais. Merci pour cette FAQ, pour vos questions. Du coup, pour conclure, je voulais faire mention que, excusez-moi, je voulais dire, Ergotisme débattra contre Muslim Precept, je crois que c'est le 16 novembre, si je ne m'abuse. Du coup, soyez présents. Et je crois que la journée d'après, ça sera Monos contre Exact. Vito. C'est ça. Du coup, Tout à fait. effectivement. La Par hype sera là. contre, juste, Vas-y, attends. Ergotisme m'a dit qu'il stressait beaucoup, donc il y aura peut-être un décalage, il faudrait vous dire. Ah là là. C'est bon. Je doute, mais c'est bon, c'est bon. Toi, tu m'as dit que t'avais la diarrhée et t'es quand même venu finalement en retard, donc tu vois, c'est. Ah putain. Ah, c'est Ça, bon. c'était avec mon débat avec John Amazon. Là. Enfin, bref. Ah, c'est bon, merci beaucoup. Du coup, ouais, je pense que tu peux couper Féo. Du coup, merci.